C'est que j'ai le bout du cœur qui est nécrosé, hein, qui est mort. Pour moi, à mes yeux, c'était pas possible. Et ça m'arrivait. J'avais pas prévu de courir, mais il faisait tellement beau cet arbre. Je dis, je vais aller faire un petit tour. Et au bout de 20 minutes, ça m'a pris. Ça me serrait. Ça te serrait. Mais, tu vois, les docteurs me disaient, tu sais, ils te posent souvent la question, entre 0 et 10, t'as combien? J'ai dit, écoute, je veux dire 1 pour vous faire plaisir. Non, tu rigoles, pas moi, quoi. Ouais. J'ai été me coucher 1 heure, quoi. Ça m'a pas passé. Je suis parti avec ma voiture aux urgences. Il dit, t'es bouché à 85%. Et là, j'étais attaché. Mais si j'étais pas attaché, je sautais au cou. Si comme moi vous aimez connaître les secrets des grands champions, notamment dans le monde du trail, il y a une personne à interviewer, c'est Philippe Propage. Philippe, ça a été l'entraîneur de l'équipe de France pendant plus de 10 ans. Il en a écrit un livre d'ailleurs, je suis allé à sa rencontre pour justement le questionner. Je l'ai interviewé pour le podcast Objectif Finisher. Qui je vois là-dedans? Je vois Ludo Pomeray, regardez juste ici, là. Il a gagné la Western States l'année dernière. C'est Philippe Propage qui l'a entraîné. Il a entraîné aussi Clémentine Geoffrey, la championne du monde de trail court. Voilà, tout un tas de monde, vraiment des références. Donc Philippe, c'est quoi ta méthode? On en parle tout de suite sur le podcast Objectif Finisher. On parle pas mal de charge mentale, hein, parce que comme vous le savez, ma spécificité, c'est la préparation mentale. Donc avec Philippe, on a fait des corrélations entre l'entraînement physique, la préparation, l'entraînement classique et aussi la partie invisible, l'entraînement mental. C'est à suivre et c'est tout de suite dans Objectif Finisher. Bienvenue à tous et toutes sur le podcast Objectif Finisher. Aujourd'hui, je m'étais mis ça en tête ce matin en courant. Je me suis dit, tiens, si je dis à tout le monde, personnalité à moustache. Moi, je pense à Magnum, mais il saurait déjà. Et c'est pas très sympa de démarrer comme ça l'interview. Mais si je vous dis entraîneur, trail, équipe de France, tout le monde a deviné, c'est Philippe Propage qui m'accueille chez lui. Je te remercie de m'accueillir chez toi, Philippe. Écoute, c'est moi qui ai tout le plaisir aujourd'hui de te recevoir. Ouais, c'est un lieu que j'aime bien, moi, parce qu'on est entre les monts du Forêt et puis les monts du Lyonnais. Donc rien que ça, déjà, ça parle. Tu préfères lesquels, toi, d'ailleurs? Pardon? Tu préfères lesquels? Les monts du Forêt. Ah, c'est plus joli. Ah oui, c'est normal. Puis le Forêt, c'est quand même plus Saint-Étienne, et le mont du Lyonnais, c'est Peslion. On a quand même des petites différences au niveau, alors non pas au niveau course à pied, mais au niveau footballistique. Ouais. Et tu viens du football en plus, donc ça... Je viens du football, oui. J'ai commencé ma carrière sportive, on va dire, au football, où j'avais un niveau pas trop mauvais quand même, hein. J'ai joué à un certain niveau. Et puis, mais rapidement, l'ambiance du football m'a un petit peu contraint d'entendre, parce que j'ai entraîné aussi au football. J'ai entraîné. Et l'ambiance n'était pas quelque chose qui me convenait complètement. D'entendre des gens sur la touche, et y compris même parfois dans notre propre équipe, être super pote avant le match et puis s'engueuler pendant la partie, être moins pote à la sortie. Moi, je faisais pas du sport pour ça. T'en as fait combien de temps quand même? J'en ai fait 7-8 ans à peu près, je dirais. Et en tant qu'entraîneur? Et en tant qu'entraîneur, 3-4. Ouais, donc tu as quand même tenu quelques années dans cet environnement. Ouais. Mais moi, tu vois, c'est ma particularité. En fait, je m'éclate plus dans l'entraînement des autres que dans ma propre pratique sportive. Ouais. Et souvent, alors après, lorsque j'ai basculé sur la course à pied, je me suis servi de moi comme cobaye. Ah, oui. Ouais, souvent, j'ai privilégié en fait mon expérience en faisant des tests sur moi. Tu vois, je vais prendre un exemple très précis, c'est sur les étirements. Aujourd'hui, plus personne ne se pose la question, mais il y a quelques années, tout le monde se posait la question de savoir l'intérêt ou pas. Ouais. Et tout simplement, j'ai dit, je vais me tester, et après une course, après un entraînement, je me suis étiré par exemple une jambe, mais pas l'autre. Pour voir simplement quelle était la différence. Là, tout le monde a envie de poser la question. Alors, dis-nous, parce qu'on entend tout le monde se faire. Alors, peut-être aussi, ma taille fait que je suis pas très souple, mais j'ai souvent eu plus de séquelles sur celle que j'ai tirée que l'autre. Après, j'en tire pas des enseignements, mais personnellement, voilà mon ressenti. C'est quoi alors t'as ressenti? Si on va aller sur les étirements, hein. Sur les étirements, par exemple, après la course, ça je suis sûr qu'il ne faut pas en faire. Ouais. Voilà, parce que on a des fibres qui sont déjà en partie déchirées. Je pense que celles qui tiennent plus que par un fil, si on étire, on finit de le casser. Ça, c'est la première chose. Pareil, lors des entraînements, je m'en suis rendu compte, toujours par expérience, que souvent, je vois des gens qui tout de suite après l'entraînement, se mettent contre un mur, contre une voiture, font leurs étirements.
Je pense pas que c'est le bon moment pour les faire. Parce que souvent, en plus de ça, l'athlète il est en sueur. S'il fait pas très chaud, c'est pas bon. Souvent, il se court pas et c'est, je pense, pas la meilleure solution. Par contre, je les ferai a posteriori en rentrant à la maison après avoir pris la douche 1 heure ou 2 après. Tu mets un tapis, tu mets la télévision et là, tu fais des étirements. Parce que je pense aussi que l'étirement, quand il est fait vraiment à la suite de la pratique sportive, on est plus enclin à aller trop loin dans l'effort, lorsque tu étires ton muscle, parce que justement il est chaud, il est plus propice, alors c'est davantage l'inconvénient, hein, il est plus propice à s'étirer, sauf que la douleur elle arrive que trop tard à mon sens. Il vaut mieux le faire a posteriori lorsque le muscle a retrouvé un petit peu son élasticité naturelle. Voilà. Mais je suis pas kiné, c'est simplement mon expérience qui me fait dire ça. À la base, t'es un passionné, tu faisais du foot, tu cours, tu fais des tests sur toi, t'expérimentes, après tu mets de la science là-dessus quand même, parce que t'as fait, après pour être entraîneur, tu t'es formé. Je me suis formé alors exclusivement avec la Fédération Française d'Athlétisme, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait que ça aussi. Moi, je me suis formé, c'était l'autre siècle, hein, avant de former les autres. Mais c'est vrai que j'ai fait partie d'un groupe qui avait été formé par un monsieur qui s'appelle Camille Vial, qui malheureusement est décédé, qui était le référent de la course hors stade à ce moment-là. Et on était beaucoup plus orienté course sur route que trail. Dans la formation, j'ai participé à l'élaboration des livrets de la formation, il n'y avait pas, on n'abordait pas la thématique du trail, on abordait par contre la thématique de la course en montagne. Et puis justement, j'ai réussi, moi, parce que c'était une formation qui durait sur 4 ou 5 ans. Hein. Chaque année, on crée un nouveau niveau. Et dans le dernier, lorsque je suis intervenu, j'ai dit, bon, il me semble qu'il y a une discipline qui est en train de naître, il ne faut pas qu'on l'oublie. Et je pense que c'était plus pour me faire plaisir qu'autre chose. On avait glissé, je crois, sur le livret qui doit faire 80 feuilles, on avait glissé une demi-page sur le trail, parce que je pense que voilà, à cette époque-là, c'est vrai que ça intéressait peu de monde. Qu'est-ce qui fait que ça t'a intéressé, toi? Tu t'es mis à courir? Alors, moi, je venais de la course sur route. J'avais fait le tour. Et tu avais fait quoi? J'ai fait du marathon, j'ai fait de la course du route traditionnelle. Et arrivé, je dirais, 94, je pense c'est en 94 qu'est arrivé des premiers trails, et notamment le plus grand qui m'a toujours marqué, c'est le grand trail des Templiers. Souvent ça fait rire parce que moi lorsque j'ai participé, mais alors j'ai participé que 4 ou 5 ans après que j'ai commencé le trail, tout simplement parce que la distance me faisait peur. Et à cette époque-là, c'était 68 je crois. Et c'était incroyable parce que je savais la difficulté du marathon, qui faisait 40 bornes, et le temps d'effort qu'allait me demander un trail de 60, et j'osais pas y passer tellement que j'avais souffert sur le marathon, et je me disais, mais c'est pas possible. Bon, aujourd'hui, avec le recul, ça te fait sourire, et moi aussi. Aujourd'hui, c'est devenu une sortie longue. Tu sais, ça me fait sourire parce qu'en fait, tout ce que tu dis déjà les années 90, ça me parle, à moi. Je suis d'une génération Z où ça me parle les années 90. Et puis aussi ce que tu racontes en termes d'effraiement par rapport à des distances, quoi. Déjà, quand tu fais un 10, c'était... Voilà, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cet état d'esprit. J'ai des gens qui me contactent, qui veulent faire l'UTMB, par exemple. Ils n'ont jamais couru. Mais les médias ont bien fait leur travail, quelque part. Mais ils ont tellement démocratisé, je dirais, ces distances aussi longues, qu'aujourd'hui, pour moi qui suis entraîneur ou coach, mais je te dirai les différences, hein, pour moi. Voilà, aujourd'hui, on a tellement démocratisé que tout le monde se sent capable de le faire. Tout le monde veut faire la diagonale, des fous... Ah non, c'est pas aussi simple que ça, quoi. Et je pense que à vouloir trop ouvrir les portes, à un moment donné, on crée des situations délicates pour des gens qui sont pas forcément préparés. Mais c'est... Lorsque j'ouvre une revue où tu vois une vidéo, c'est tellement magnifique de voir ces photos. Je le dis souvent de ça. Lorsque j'ai fait les Templiers, 7 fois, je les ai faits. Et j'ai vu sur des revues... T'étais quand la première année? Tu as fait quand la première année, du coup?
Il me semble que c'était l'autre siècle quand même. Hein. Mais juste. Laissé Le siècle, j'aime bien dire ce mot, ça, tout de suite, ça fait. Mais finalement, c'était il y a que 25 ans. Mais je pense l'avoir fait. Ouais, voilà. Sachant qu'à partir de 2009, 2007, on me nomme à la tête de l'équipe de France de trail. Ouais. 2009, c'est le premier championnat du monde. Et j'ai commencé à vraiment ne participer qu'à des épreuves où j'avais pas d'athlète. Tout simplement parce que je voulais, voilà, ma principale, j'allais dire mission, mais c'est pas, mon principal envie, c'était d'accompagner mes athlètes et de les aider à performer. Donc du coup, je me suis mis en retrait et j'ai refait les Templiers, mais c'était le samedi où il y avait la course de Mambon, quoi, pour justement être totalement libre le jour de, je dirais, de la vraie course, quoi, qui était le dimanche, quoi. Ouais. Ça va vite avec toi, hein. Enfin, je sais pas. T'es un endurant, mais ça va quand même vite. Hein. Alors, je pense que j'avais pas des qualités d'endurance. Très. Voilà, tu vois, aujourd'hui, avec le recul, je me dis que j'avais des qualités physiques qui étaient assez bonnes, mais qui me convenaient sur des distances de 40-50 km, pas plus, parce que j'avais des qualités mentales qui n'étaient pas top. Et aujourd'hui, avec le recul, je m'aperçois que plus les distances s'allongent, plus c'est le facteur essentiel de la performance. Et moi, j'étais voilà, plutôt à un moment donné, quand ça commençait à devenir difficile, comme beaucoup, hein, me demander qu'est-ce que je faisais là, quoi. Et voilà, avec le recul, tu vois, je pense que ma limite, elle était autour de 4-5 heures d'effort. Et au-delà, j'étais trop dans la difficulté. Et pourtant, Dieu sait si j'ai essayé. Hein, moi aussi, je voulais prendre de l'expérience sur la distance. Et puis parce que aussi les distances montaient et j'étais un petit peu dans l'effet de mode, même si j'essaye toujours de m'en sortir. Ouais. Mais bon, j'ai voulu tester. Comment tu gères ça ? Ça, c'est un sujet quand même qui est intéressant. J'ai noté évidemment, on va en parler tout à l'heure, la différence pour toi entre entraîneur et coach, mais on reviendra après. Je l'ai pris bon tout de suite, mais... tu vas après, parce que là, tu me parles un truc qui m'interpelle aussi par rapport à cette appétence qu'on peut avoir sur des formats qui sont ceux qu'on voit dans les médias. Bah forcément, ça excite un peu tout le monde. On s'endort, on pense à ça. On se réveille, on pense à ça. Notre cerveau, il fait son travail là-dessus. Et nous, donc, on espère tous. Enfin, je dis tous. Quand on n'a pas tout essayé, pour savoir vraiment ce qui nous plaît le plus et le format dans lequel on se pense le plus en adéquation, physiquement, physiologiquement, mentalement, etc. Mais quand même, les médias nous attirent vers ce que tout le monde aime faire, voudrait faire un jour. Et c'est peut-être une erreur, comme tu dis. Alors toi, comment t'as fait pour toi ? Pour te trouver finalement et accepter qu'il n'y a pas que un Tour de Mont Blanc dans la vie, il y a plein d'autres choses et d'autres formats aussi évidemment, parce que sur l'UTMB il y a plein de formats bien sûr, mais en plus de ça, comment toi tu fais pour toi et comment tu fais avec les personnes que tu accompagnes ? Alors tu vois, pour aller dans ton sens, c'est quand même aujourd'hui les médias qui font la chose. Ouais. J'étais justement à Liévin là, pour un colloque international ce week-end. Ouais. Et en fait, il y avait une personne de la Olivier Guy, de la fédération, qui nous a fait voir quelques statistiques, on va dire. Et en fait, sur le nombre de coureurs, enfin de trailers qui prenaient un dossard, il n'y avait que 2% qui faisaient de l'ultra. Et pourtant, 2%, ça veut dire que... alors que les médias, on parle que de ça, presque. C'est ça. Hein. C'est ça. Aujourd'hui, il n'y a que ça. Alors qu'il n'y a que 2% du peloton qui part sur l'ultra. Ah oui. Donc on était tous surpris par ces chiffres en fait, parce que dans notre esprit, tout le monde veut faire ça. Ouais. Et en fait, non. Je crois que c'est les médias qui nous font. C'est les médias qui nous font. À force d'en parler, on a l'impression qu'il n'y a plus que ça qui existe, quoi. Ouais. Mais voilà, ça c'est le. Ouais. Et puis tu mets les agents là-dessus, enfin le peu d'agents qu'il peut y avoir, qui dans cet univers qui est encore en train de se construire au niveau même médiatique, entrepreneurial, à tout point de vue finalement. C'est un sport qui reste jeune quand même, mais même les personnes, les acteurs en fait ont ce tropisme aussi à parler quand même beaucoup de ces distances-là. Tout le monde peut aller là-dessus. Les partenaires aussi sont partenaires des longues distances, donc forcément les athlètes se sentent un petit peu obligés d'aller. Ils n'existent pas s'ils ne sont pas dans ces. Et voilà, donc c'est tout ça qui en fait emmène dans une direction qui est pas ma tasse de thé, je le dis. Voilà. C'est parce que
Moi, voilà, et ce qui n'empêche pas que j'entraîne, par exemple, un Ludovic Pomeroy qui a gagné la Diag, qui a gagné l'UTMB. Ouais. Mais c'est pas quelque chose qui m'attire vraiment. Moi, je viens. Alors, peut-être aussi parce que je viens vraiment de la course sur route pure et dure. Je me fais un petit peu de piste, donc moi, ce que j'aime, c'est courir. Et pourtant, je dis sans arrêt, lors du colloque par exemple, ou sans cesse, de dire attention, pour être un trailer, et notamment un ultra-trailer, il faut apprendre à marcher, parce que la clé du succès, elle passe par ici aussi. Ouais. Et de marcher par un choix, par une stratégie, et non pas marcher parce qu'on n'est plus en capacité de courir. Ça, c'est quelque chose qui est très important et que j'évoque systématiquement. Je vois trop de coureurs qui arrivent dans une côte et puis qui courent, et puis tout doucement, ils vont s'éteindre et ils vont se mettre à marcher. Et là, on le vit comme un échec. Alors que si, à l'inverse, avant d'en être arrivé dans cette situation, on dit ici, le gain la différence entre la course et la marche, elle est si faible. Par contre, la dépense énergétique, elle est très forte. Donc, il vaut mieux ne pas continuer de courir, quitte à se faire doubler un petit peu, c'est pas grave. Mais surtout que ça soit un choix. On le vit bien mieux si c'est notre choix que si c'est contraint, les choses. Que ça soit dans la course à pied ou ailleurs. Et donc, du coup, je pense que voilà, il faut vraiment que les coureurs se prennent bien cette stratégie de dire je marche. Mais aussi, ça veut dire qu'en entraînement, il faut le faire. Et ça, c'est pas toujours facile. On n'est pas dans la course sur route où marcher, c'est abandonné. Mais non, marcher, ça fait partie de notre stratégie. C'est bien comme ça qu'il faut l'envisager et non pas on marche parce qu'on ne peut plus courir. Bah écoute, je vais arrêter le podcast ici parce que j'ai devant pour moi une des règles essentielles que personne qui est contre-intuitive en fait. Alors peut-être que tous les entraîneurs vont dire bah c'est juste évident, peut-être que ceux qui ont déjà expérimenté ce que tu dis disent c'est évident, mais quand même tu dis il y a quand même une grande majorité de gens pour dire qui dit marcher, ben non c'est pas de l'entraînement, c'est plus du sport même. Et c'est vrai que c'est une erreur puisque tu viens de le lire. Et d'ailleurs, est-ce que ce sera une des clés d'ailleurs de ce choix de format de course, il serait pas un peu là-dedans? Je pense à Cédric Fleurton, on en parlait tout à l'heure, qui lui est de l'autre côté, hein, et il est de l'autre côté, du côté lyonnais. Tu l'aimes bien quand même. Tu l'aimes bien, ça va dans le Lyon. Bon. Non, mais je suis pas dans le foot. Bon, nous, dans la course à pied, on fait tous. Ça va, il y a la Saint-Élion qui réunit les deux et tout va bien. Exactement, c'est un beau. Et Cédric me disait j'aimerais bien un jour quand même faire des ultras. D'ailleurs, tu te rappelles, il y avait une année l'envie de faire toutes les courses ultras autour de les plus emblématiques. Finalement, ça s'est pas fait. Il y a le Covid et plein d'autres raisons. Mais d'ailleurs, il faudrait que j'en discute un peu avec lui de ça. Mais lui, il aime pas marcher, quoi. Il faut que ça court, il faut que ça cavale. Voilà, c'est. J'ai un athlète que j'ai entraîné, il s'appelait Thierry Breuil. Et Thierry, quand il arrivait sur le trail, il a performé parce qu'il avait des qualités énormes. Voilà, c'est quelqu'un qui a fait 1h03 sur semi-marathon. C'est 1h03 avec les anciennes chaussures. Hein. Aujourd'hui, ça fait 1h01. Donc, il n'y a pas beaucoup de trailers aujourd'hui qui sont capables de faire ça quand même. Hein. Et donc, c'était sa problématique en fait. Lorsque j'ai rencontré, en fait, lui, il venait du marathon, enfin, il venait même du 3000 steeple, enfin bon, il était passé par toutes les catégories. Et lui, le fait de marcher, pour lui, c'était l'échec. Et je me souviens, donc il est sélectionné au championnat du monde en 2009, où Thomas Laure-Blanchet devient champion du monde. Et en fait, tout simplement, il est pas... je pense qu'il n'a pas réussi ce qu'il était en capacité de faire, parce qu'il avait un gros potentiel, mais tout simplement parce que, il était dans cet état d'esprit, cette démarche, éviter de marcher, etc. Et je me souviens, c'est une anecdote, hein, mais lorsqu'il arrivait de cette course, il était en pleurs, Thierry. C'est quelqu'un de très affectif, et il est en pleurs, et je peux te dire que le voir en pleurs, moi je ne veux pas en être loin non plus. Et avec Thomas, on a discuté beaucoup avec lui le lendemain au petit-déj, parce que il nous a dit, mais moi le trail c'est fini, c'est pas mon truc. Et on lui a expliqué que il fallait qu'il accepte de marcher, que c'était dans sa démarche en fait, dans sa démarche d'entraînement qu'en fait qu'il était pas bon, mais que ses qualités elles y étaient. Et ça c'était on a fait ce championnat du monde en juillet, c'était en 2009, et il a gagné les Templiers en 2009. Voilà, il l'avait bien intégré. Il l'a intégré. Je pense que le discours qu'on lui a tenu avec le lendemain de la course avec Thomas, il a porté totalement ses fruits, quoi. Et il y a une partie de conditionnement mental. Voilà, et adaptation. Voilà, il a performé derrière, quoi. Même si il performait sur des trails très roulants, quoi.
Oui, là, il était intouchable parce que ses qualités de vitesse faisaient trop la différence. Ouais. 2009, Thierry, le déclic entre l'acceptation de parfois aller un peu moins vite, doser son énergie. Mais savoir plus doser, quoi. C'est le dosage, c'est ça. Je me dis, dire, voilà, certes, si je cours, je vais un peu plus vite, mais ma dépense énergétique est telle que si l'arrivée, elle est juste au bout de la côte, bon, ben, ça peut se jouer. Mais si elle est plus loin, qu'il y aura entre-temps encore des descentes, d'autres montées, etc., eh ben oui, c'est peut-être pas rentable, ça. Ça me rappelle, tiens, t'hésites pas à parler de ton vécu en tant qu'entraîneur. Oui, ben justement, j'ai assisté à un championnat du monde avec une athlète qui a été de nombreuses fois championne du monde de course de montagne, Isabelle Guillot. Oui. Et l'avoir vue, j'étais au championnat du monde, l'avoir vue en tête de course, et à un moment donné, se mettre à marcher. Ouais. Et il y avait 2 athlètes qui étaient derrière elle, qui sont passés devant en continuant de courir. Ouais. Et je suis persuadé que ces 2 athlètes-là, elles ont dit, aujourd'hui, Isabelle, ce ne sera pas la championne du monde. Et ben, un peu plus tard, elle, quand elle s'est remise à courir, elle les a redoublés. Elle courait toujours les autres, mais elle les a doublés, elle était championne du monde. Ouais. C'est la seule que j'ai vue dans les 10 premières filles, puisque c'est course filles et garçons, dans les 10 premières filles, qui a marché à un moment donné, mais elle avait marché non pas qu'elle ne pouvait plus courir, mais parce que c'était dans sa stratégie, elle estimait que le gain qu'elle allait avoir de courir n'était pas suffisant par rapport à sa dépense énergétique, et du coup, et puis elle a eu raison, puisqu'elle était championne du monde. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, aucune idée. Aucune idée, parce que mais je me rappelle plus, je me souviens plus. Ouais. Mais voilà, c'était vraiment intelligence de course. On parle beaucoup d'intelligence de course dans le cyclisme. Alors, j'ai rien contre la route, j'aime bien. C'est la différence entre le trail et la route. Ouais. Ou la route, tu fais un marathon, à la limite tu mets ton billet, tous les kilomètres, c'est ça qui va payer en fait. Ouais. C'est la régularité. Donc quelque part tu réfléchis pas, quoi. C'est le chrono qui te dicte ton allure. Ouais. Le trainer, lui, il doit s'adapter à la course. Ouais. Parfois aux conditions météo qui peuvent énormément changer entre le pied de la montagne et le sommet. Et puis utiliser ses points forts. Et c'est ceux qui sont un peu moins forts, on peut dire faibles, ceux qui sont un peu moins forts. Et gérer tout ça. Tu vois, j'avais un coureur, Sylvain Cour, qui était un excellent descendeur, il vient du VTT. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il était si fort, parce qu'il avait l'habitude, il n'avait pas de peur particulière, et c'était un excellent descendeur. Et par contre, il a souvent, alors moi je l'entraînais, et il était souvent en confrontation avec Nicolas Martin, qui lui était un excellent grimpeur. Et j'avais expliqué, et il l'avait compris, Sylvain, qu'à un moment donné, même si au final ils étaient à peu près ensemble, il fallait à un moment donné accepter de laisser partir Nicolas dans les côtes, parce que Nicolas était beaucoup plus fort que lui, et de vouloir à tout prix rester à son contact, alors qu'il pouvait sur les premières brosses, mais il se mettait en difficulté. Et il avait une telle faculté de descente que souvent il revenait sur Nicolas, et au final, en bas de la descente, ils étaient ensemble. Et c'est vraiment quelque chose qu'il fallait, donc il faut jouer avec ça. Jouer sur ses points forts, ses points faibles, et de savoir utiliser, et non pas comme on le ferait sur la route où on se pose pas ce type de questions. Alors c'est pour ça que je dis parfois, mais c'est pas, je vais le dire en rigolant, hein, le trailer est plus intelligent que le coureur sur route. Le coureur sur route, il doit... Avec tout le respect pour les coureurs de route, j'en reviens, moi, et puis... j'incite même mes trailers à y aller sur la route. Parce que je pense qu'il y a plein d'intérêts au niveau de la vitesse, au niveau de la foulée. C'est intéressant de ne pas oublier ça. Ouais. Pour faire une course, par exemple, comme la Saint-Élion il y a 15 jours, 3 semaines, là, où effectivement, c'était une alternance de trail pur et dur. Ouais. Et puis, de course sur route, il y avait des parties où, effectivement, il faut être capable d'aller très vite. Donc, voilà, c'est... Mais, voilà, c'est dans la différence de la gestion. Comme on parlait tout à l'heure, le fait de marcher en trail, c'est une stratégie, alors qu'en course, sur un marathon, quand tu commences à marcher, c'est pas bon signe, quoi. Voilà. Je parle en connaissance de cause. Hein. Fin des rigoles. Ouais, du vécu. C'est quoi le tien, ta plus grande bâche sur marathon? J'en ai pas eu. C'est vrai? J'en ai pas eu. Alors j'en ai fait un. C'était le marathon de Paris.
parce que j'avais organisé les championnats du monde de cross-country chez nous dans la Loire, là c'était en 2005. Et en fait, je m'étais pas entraîné, j'avais coupé l'entraînement, voilà, je me focalisais sur cette mission-là. Et du coup, on a pu, j'ai pu avoir un dossard, mais 15 jours avant le marathon de Paris, j'ai pu avoir un dossard. Et puis en fait, en plus, on m'avait mis presque devant, quoi, donc ça m'a pas fait un cadeau là. Donc je me suis senti un peu obligé de courir au départ. Et puis finalement, ça a été la galère. Et puis à un moment donné, j'ai dit non, mais t'es là, c'était pas prévu. Donc j'ai coupé carrément mon effort et je l'ai bien vécu la fin de course. T'as changé la stratégie. Je parlerai pas de mon temps. T'as changé de stratégie pendant. J'ai changé la stratégie. Ouais, c'est tout. Complètement. C'est pas une bâche, quoi, en fait, ça. Mais le fait d'être devant, je me suis quand même laissé emporter. Mais la réalité m'avait rattrapé. Alors je vais te reposer la question autrement, mais tu sais, en parlant de bâche encore, mais tu avais une stratégie et pour le coup dans ta course tu voulais peut-être pas la lâcher, et peu importe le décalage, parce que des fois on peut être à 1 minute de son objectif et c'est une magistrale bâche parce que ça n'a pas été bien géré. Ton plus gros décalage entre ce que tu avais prévu et ce qui s'est réalisé en fait, je vais le dire comme ça. Sur le marathon, hein. Moi mon objectif il était de 3 heures. Enfin, de passer sous la barre des 3 heures. Alors, je me dis, j'aurais dû courir aujourd'hui, peut-être avec les chaussures, j'aurais peut-être... Non, mais en fait, physiologiquement, je le dis souvent, ça, mais bon, on l'abordera peut-être tout à l'heure, physiologiquement, mes parents, ils m'ont pas conçu pour faire moins de 3 heures. Ouais. Ils m'ont conçu pour faire, j'ai fait 3h05 et 3h12. Et j'en ai fait 6 ou 7, j'étais toujours dans cette fourchette-là. Ouais. C'était la limite que mes parents avaient fixée, en fait. Voilà. Voilà, après, parce que je le dis souvent, alors je l'ai dit, voilà, j'aime bien hein, lorsque je fais un colloque ou une intervention, gagner les participants par le sourire. Et j'aurais dit, vous savez, vous mettez dans un pré, vous avez un âne et vous avez un cheval. Vous pouvez bien entraîner, le meilleur entraîneur du monde, si ça doit exister à l'âne, jamais l'âne il courira plus vite que le cheval. Par contre, il sera peut-être le meilleur des ânes, c'est déjà pas mal. Mais à un moment donné, avant de dire merci à l'entraîneur, avant de dire ouais c'est grâce à lui, non. C'est à la conception que le papa et la maman, et le papa il a mis la bonne graine, et que la maman c'était quelqu'un qui aussi avait des qualités, et à la naissance, c'est là qu'on va naître champion. Après, c'est pas là qu'on va le devenir. Mais si on n'est pas champion au départ, c'est pas possible. Après, on peut effectivement s'améliorer. Et puis, le but de l'entraînement, c'est d'atteindre le meilleur niveau, mais le sien meilleur niveau. Moi, c'est ce que je dis à des athlètes lambda que j'entraîne, hein, des gens comme moi. Je leur dis, moi, mon objectif, c'est de vous faire atteindre votre plus haut niveau. Et lorsque vous serez en retraite, vous serez grand-père. Alors tiens, justement, ça revient un peu à la question de dire aux petits-enfants, voilà, j'étais capable de faire ça. C'est exactement la question que tu m'as posée. Ouais. Moi, j'étais pas capable de passer sous les 3 heures. Alors que j'entraîne des athlètes qui sont bien en dessous des 3 heures. Et ouais, comment tu fais pour... toi, ça revient un peu sur les 2%, on parlait des 2%, mais quand même tout le monde rêve de faire un UTMB. Et là, en fait, tu casses un peu le rêve des gens, en étant réaliste, et à juste titre d'ailleurs. Comment faire prendre conscience à les personnes qu'on est plutôt des ânes? Et pour le coup, j'ai beaucoup de respect pour les ânes, parce que les ânes, c'est eux qui vont quand même des gens à l'Everest, au camp de base, sont capables de soulever ce que sont les gens. Et c'est en ça qu'on se comprend tous les deux. Beaucoup d'ânes. Ben oui, et moi je me considère là-dedans parce que je peux faire des choses très très loin, avec de la grande distance, avec des grosses charges mentales, grosses charges physiques, ce que je serais pas capable. Et je te sers la bonne pointe parce que moi aussi, le marathon, j'ai buté à 3h03, tu vois. Et puis à un moment donné, j'ai dit stop, arrête, fais autre chose. Et effectivement, j'ai réussi à bifurquer, à me dire j'ai peut-être plus de talent pour d'autres choses. Mais quand même, quoi, il y a ce côté mythique de faire un marathon, de faire peu importe le temps finalement d'ailleurs, ou de faire, on disait tout à l'heure, un ultra. Moi, c'est ma génération, c'était les marathons. Puis maintenant, aujourd'hui, faire un ultra. Comment tu t'aiguilles, tu aides les gens que tu accompagnes dans leur projet, et en leur faisant comprendre qu'à un moment donné, tu prendras peut-être plus de plaisir sur tel format? Alors, c'est difficile. Alors, parce que moi, j'entraîne quand même deux types de personnes. C'était des athlètes de haut niveau, j'en ai une douzaine, on va dire, et de très haut niveau. Et puis des gens comme toi, comme moi j'ai été, etc. J'en entraîne même qui sont peut-être même pas comme nous. Voilà. J'insiste là-dessus parce que je pense que ça me permet tout au moins à moi de rester au contact
du peloton, quoi. Parce que le peloton, en fait, c'est ces gens-là. C'est pas ceux que j'entraîne souvent au quotidien et qui font qu'aujourd'hui, t'es venu me voir. Parce que, quelque part, c'est eux qui sont ma vitrine. Mais en fait, la grande majorité des gens, c'est pas ça. Tu sais pourquoi je suis venu te voir? Non, mais tu vas me le dire. Bah ouais, parce que j'ai eu la peur à un moment, voilà, c'est ça, l'émotion me prend. Mais j'ai eu peur à un moment donné de plus te voir. Eh ben oui, parce qu'il t'est arrivé, on en parlera parce que ça fait partie de ta vie et je t'en ai aussi sûrement des enseignements. Et moi, quand j'ai ce genre d'événements qui arrivent autour de moi, des gens disent mince, il y a un événement grave, j'ai peut-être failli passer à côté de lui, de son héritage. Moi, j'ai fait peut-être pas y passer tout pour. Voilà, t'as failli passer, t'en es revenu. Et donc ton héritage aujourd'hui, il est là. Moi, je suis content de pouvoir aussi capter, extraire en tout cas de ton parcours un moment. Et parce que justement, l'héritage aussi, c'est ça, c'est ce que tu as vécu toi en tant que coureur, en tant qu'entraîneur de l'équipe de France de trail, en tant qu'aujourd'hui, on peut le dire d'ailleurs, parce que j'ai pas de parti pris en termes de sponsors, etc. Mais tu collabores avec la team Keep-Run. Et c'est un plaisir de t'avoir là, franchement, en face de moi. Je te le dis comme je le ressens. Écoute. Du coup, je sais plus ce qu'on se disait, mais c'est pour ça que je ferme en tout cas. Là, voilà, c'est quelque chose qui est sorti de ton cœur, et du coup, je t'ai écouté, et du coup, le mien, c'est bon, il continue, c'est déjà l'essentiel, mais peut-être tout plus vite. Voilà. Donc, bon, il était sur les chevaux et les ânes en tout cas. Ouais, voilà, donc à un moment donné, comment leur faire comprendre, voilà, ça y est, je me souviens, c'était comment leur faire comprendre. Alors, ça dépend, je te dis, le type d'athlète. Mais j'ai aussi cette problématique avec certains athlètes de haut niveau qui souhaitent monter, et moi je vois de par leur foulée, je veux dire, ils sont pas faits pour ça, quoi. Et je me dis, c'est dommage de vouloir aller dans une discipline alors qu'ils performent sur d'autres, mais vous y allez par effet de mode, quoi. Enfin, de mode un peu plus que la mode. Ouais. Mais parfois ça me gêne un peu, mais à un moment donné, je suis aussi là, je suis pas là. Je suis là pour essayer de les orienter, mais à un moment donné, c'est eux qui décident, c'est eux qui courent. D'accord. Et ils font beaucoup d'efforts. Ouais. Donc à un moment donné, je leur ai dit ce que je pensais, mais une fois que je l'ai dit, c'est fini, on n'en parle plus. Ouais. Et je suis là pour les accompagner et les aider pour aller au mieux là où ils veulent aller. Ouais. C'est pas moi qui décide, hein. On n'est pas... on n'est pas des professionnels qui... C'est vrai que certains athlètes, si on était pro, que je vive de ça, eux aussi, je leur dirais non, reste là où tu es le plus performant. Mais là, après, et puis, il y a quand même... C'est tellement difficile de s'entraîner que je peux comprendre que l'envie, c'est quand même le moteur de leur motivation. Ouais. Et donc, du coup, je peux comprendre, vu ce que parfois la charge que je peux leur faire ingurgiter, je peux comprendre que parfois j'ai besoin qu'ils aient cette envie, cette flamme pour vouloir changer un petit peu, parce que c'est compliqué quand des gens qui travaillent et ils sortent le soir, il fait nuit et il faut au lieu de rentrer se mettre au pied de la cheminée, ils mettent la frontale et ils repartent s'entraîner. Je l'ai fait et je sais comment c'est dur, quoi. Ouais. Et j'ai jamais fait, moi, avec les charges que je leur propose, là. Donc, c'est pas ça passe, ça. Moi, je peux comprendre que parfois, ils ont aussi besoin d'aller là où ils ont envie, quoi. Même si c'est pas forcément là qu'ils s'expriment le mieux. Parmi ceux qui ont des convictions, des envies, des désirs, tu vois, la flamme pour faire un truc, mais tu sens que... Voilà, au niveau physiologique, au niveau de patrimoine génétique, tout ce que tu le mets là-dedans, c'est pas tout à fait câblé, mais est-ce que tu as eu des belles surprises? En gros, un âne comme moi qui, à un moment donné, il a fait un truc qui était dans le domaine des chevaux. T'en as un, par exemple? J'ai eu des... Alors, je vais prendre un exemple, il se reconnaîtra, mais je ne vais pas citer son nom, mais un athlète lambda, comme nous, quoi, qui voulait faire la diagonale des fous. Ouais. Voilà, c'était prévu depuis 2 ans, il avait prévu 15 jours de vacances, et là, il s'est blessé. Et du coup, un mois avant, c'était à peu près un mois avant, le médecin lui dit non, c'est pas possible, tu peux pas y aller. Et au début, il dit, il a dit oui, puis après, il a pensé quand même, il avait 15 jours de vacances avec sa femme, ils allaient là-bas. Il lui a proposé au médecin, il dit, et si je fais que marcher? Et le médecin, il dit, écoute, ouais, effectivement, parce que c'était qu'à la course qu'il avait la douleur et pas à la marche. C'était au niveau du genou. Il lui dit, ouais, pourquoi pas. Donc, il me rappelle tout de suite, il me dit, écoute, il reste 3 semaines.
Et on va, voilà, il m'a dit qu'en marchant. Donc, je lui ai fait un entraînement que jamais j'aurais fait auparavant, qu'à base de marche, enfin de rando, avec du dénivelé, mais 3 semaines. Et puis, c'est quelqu'un qui s'entraîne 4 fois par semaine, 4-5 fois par semaine, quoi. On a peut-être fait un peu plus, justement, par rapport au fait qu'il fallait s'entraîner à marcher. Et donc, tu sais, la diagonale, maintenant, on voit le départ en direct. Et en fait, je le regarde, parce que je suis toujours au templier quand la diag, elle part. Et je regarde, et effectivement, je vois mon coureur tout seul avec les 2 serre-fils. Hop, il passe la ligne de départ. Et il est tout seul dernier. Voilà. Et au final, il a fait 1200e sur 2700 qu'ils étaient au départ. En n'ayant pas couru 1 mètre. Et en n'étant pas un vrai marcheur, en 3 semaines on n'a pas pu se préparer, et il a pris le temps de dormir 1 heure ou 2, je me souviens plus où, donc et il a quand même fait dans les 1200 premiers. Et j'ai regardé un peu les classements, alors quand j'arrive à reconnaître un nom, je dis tiens, et celui-là il avait couru quand même, et il était pourtant derrière lui. Tu vois, c'est voilà, alors que moi, il m'a dit ça, j'ai dit, bah ouais, il va en vacances, donc de toute façon, au pire, il abandonne et puis on n'en parle plus. Et en fait, il a pas abandonné et il a fait quand même quelque chose, il a fini largement dans la première moitié du peloton. Ouais, ça conforte encore un peu plus l'idée que c'était tout à l'heure de marcher aussi sur du train. Sur la diag, il y a des destinations qui tu peux pas quoi que ce soit, t'es obligé de marcher dans tous les cas de figure. C'est pas un problème que tu sois fatigué ou pas, c'est que ça passe pas en courant, quoi. Et pour appuyer un peu, enfoncer un peu plus le clou sur, et ça c'est pour ceux qui nous écoutent, qui disent oui, bah vous êtes bien gentils les gars, marcher on veut bien, mais c'est pas de l'entraînement, quoi. Et moi j'ai pris conscience de ça, je sais pas, en 2015, donc ça remonte pour les jeunes qui nous écoutent, où je m'entraînais pas mal pour faire une épreuve que tu connais pas, qui est dans le triathlon, un ultra triathlon, et je m'entraînais 1 fois par semaine avec ma femme. Mais elle courait 8-9 km/h, tu vois, pour laisser courir. Et moi, je marchais, enfin, je courais. Et tout le monde me disait, mais tu t'entraînes pas, là, tu te fais chier et tout. Et moi, j'ai juste des clics à ce moment-là. Je me disais, non, ça fait partie de mon entraînement. 1, j'aime ça. 2, j'ai l'intuition, c'est le sentiment quand même que physiologiquement, il se passe quelque chose. Et après, j'avoue, je continue après l'entraînement tout seul. Mais depuis ce jour-là, j'ai intégré dans mes entraînements. Et quand je note, peu importe sur les outils, que ce soit papier, je vois que tu as pas mal de papier. Là, il faut que j'écrive avec un stylo parce que ça me frappe la mémoire. Et oui, je me rappelle. T'as raison. Que si je l'écris, je me rappelle pas. Mais c'est pour ça que mentalement, aujourd'hui, il y a des fragilités parce qu'on note plus, on n'écrit plus. C'est important d'écrire. Et puis l'écriture, j'aime. C'est aujourd'hui il faut un bon stylo par contre. Tu vois, le stylo est très côté sensoriel en fait. C'est évoqueur de toucher. Voilà. Il y a tout un truc dans l'écriture aussi, c'est pas que regarder, c'est aussi sentir ce qu'on fait. Et ben ouais, depuis dans mes entraînements, quand je fais mes marches avec ma femme, avec Laurence, et ben je note, c'est un entraînement, c'est une marche. Donc dans mes entraînements, il y a natation, il y a vélo, il y a course à pied et il y a marche. Ça fait partie de l'entraînement. Mais ce que tu dis là, ma femme courait aussi beaucoup. Ouais. Elle est un peu moins vite que moi. Et souvent, dans les courses de préparation, parce que c'est toujours une arme à double tranchant, souvent, du moment qu'on accroche le dossard, on a oublié tout ce qu'on avait dit, que c'était de l'entraînement, etc. Et donc, je restais avec elle. Comme ça, j'étais sûr d'être inférieur à mon vrai niveau. Et donc, j'ai beaucoup couru avec elle. Voilà. Et aujourd'hui, pour aller dans le sens, j'utilise beaucoup la rando-course, où je demande aux athlètes de marcher, même s'ils peuvent courir, mais sitôt que ça monte un peu, ils marchent. Et je l'ai expliqué encore ce week-end, pour des gens qui habitent au Mans, qui habitent ou dans le nord, là-haut, où il n'y a qu'un terril, c'est tout ce qu'ils ont, les pauvres. Et en fait, sur une sortie longue, de 4, 5, 6 heures, je leur demandais de marcher 15 minutes, alors que c'était tout plat. Simplement pour travailler aussi cette transition de, quand tu cours, mettre à marcher, il y a 0 souci. Mais alors quand tu marches pour te remettre à courir, c'est plus compliqué. Et au fil des heures qui s'accumulent, c'est de plus en plus compliqué. Donc pour travailler, comme toi, en triathlon, tu travailles ce changement de discipline sportive. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. On change un peu, on passe de la course à la marche. Même si lorsque c'est une côte, il y a très très peu de différence en fait. Mais voilà, il faut à tout prix, et ça permet de faire des entraînements beaucoup plus longs. Le fait d'un moment donné de couper, de marcher, et sans accumuler trop de fatigue, en limitant les impacts, etc. C'est vraiment, je pense, quelque chose que les coureurs rechignent un peu à faire. Et j'ai une athlète qui s'appelle Sarah Vieuil, qui habite dans les Vosges, et qui elle est une athlète de haut niveau, et qui toutes les années elle est prof, donc elle a des vacances scolaires
à plusieurs moments de l'année. Et elle part avec le sac de randonnée sur le dos, en autonomie totale. Et elle fait 20-25 km et puis du dénivelé. Et elle est souvent en montagne. Donc elle est en altitude. Elle fait que de l'endurance. Et elle fait ça pendant 2 semaines, 3 semaines parfois. Et je lui mets absolument aucune séance de course à pied. Hein. Et lorsqu'elle revient, il faut une petite semaine de réadaptation. Ouais. Mais après, elle cartonne tout, quoi. C'est impressionnant. Mais bon, voilà, elle l'a fait, elle connaît le résultat. Tout l'intérêt de le faire. Après, pour des gens qui n'ont pas trop l'habitude, c'est un peu compliqué. C'est compliqué. Tu as parlé vite fait, je crois, tout à l'heure de Ludo, qui est là. Ludo, il doit bien rester au milieu des autres. Au-dessus de toi, en train de grimacer sur l'île d'arrivée. Allez, mon petit, voilà. Mais là, c'est un cross, là. Tu vois un petit peu l'état dans les temps qu'il le mettait. Sur les crosses, donc, voilà. Ben, j'ai aussi été entraîneur de l'équipe de France de 24 heures. Ah, de 2008 à 2015. Ouais. C'est une discipline que je connaissais pas et que j'ai découvert. Et sincèrement, je l'ai encore dit ce week-end. Pour des gens qui veulent faire de l'ultra, de faire en 24 heures, ça permet d'apprendre. Parce qu'ils vont déjà passer une nuit dehors. L'avantage, c'est que... Alors, l'avantage et le désavantage, hein. Au niveau du visuel, c'est pas forcément terrible, puisqu'on tourne en rond. Mais on apprend à gérer aussi son ravitaillement. Les ravitaux. On se met dans des conditions de course. Et puis si on a décidé de dormir un peu ou de faire des micro-siestes, eh ben on les teste. Si on est vraiment trop dans le dur, on abandonne, mais on n'abandonne pas. On s'arrête un moment, puisque on peut repartir à n'importe quel moment. Le 24 heures, il suffit de commencer à courir, de terminer en courant, et voilà. Alors la performance, c'est pas forcément beau, mais c'est pas le but. Je pense que c'est vraiment un laboratoire intéressant pour un coureur qui veut se tester. T'as l'exemple avec Eric Clavry quand même. J'ai plein de coureurs qui effectivement étaient bons sur le trail et qui étaient aussi bons sur le 24 heures. Quoi. Tu parles d'Eric Clavry effectivement, mais Carineri, j'ai eu en équipe de France, non pas de trail, alors qu'elle était une super traileuse, mais je l'ai eu en équipe de France de 24 heures. Et puis des gens du 24 heures qui faisaient des trails entre 70 90 bornes et qui gagnaient. Hein. Alors, pas tous, parce que certains ont vraiment des prédispositions à plutôt faire des longues distances. Mais voilà, je pense que de passer de l'un à l'autre, ça pose aucun problème. Aucun problème. Attends, ferme la porte peut-être. Allez, ferme la porte. Parce que je vois que ma femme arrive. Donc voilà, sincèrement, mais le 24 heures, il faut le voir comme un banc d'essai intéressant pour quelqu'un qui voudrait préparer l'ultra. D'accord, ok. Donc quand tu fais tes planifications avec les athlètes... Je dis c'est les athlètes de haut niveau, non. Non, là il n'y a pas de la peur, le calendrier est déjà bien chargé. Voilà. Okay. Mais chaque fois que je leur propose, après je peux comprendre que c'est pas toujours simple et parfois pour celui qui c'est pas dans sa culture, c'est pas forcément le top de faire ce type de course, quoi. Ouais, en même temps, mais par contre, moi, en tant qu'entraîneur et coach, c'était là que je m'éclatais le plus qu'en trail. Parce qu'en fait, les athlètes, tu les as tout le temps de visu, presque. Donc en fait, à un moment donné, tu peux influencer pendant la course en leur disant certains mots, n'oublie pas de boire, de manger, et puis de faire passer des messages. Alors que sur le trail, je vais voir avant la course, et après, je vais aller voir les ravitailler, et puis aujourd'hui, devant, ils passent à des telles allures qu'on n'a même presque pas le temps de leur parler, et quelque part, c'est eux, une fois qu'ils sont arrivés, qui m'expliquent ce qui s'est passé. Mais si tu veux être mieux, le plus suivre la course, tu restes chez toi, tu te mets sur light trail, et c'est là que tu suis mieux. Parce que là, quand je suis à Chamonix, par exemple, je suis à l'UTMB, tu vas à 3, 4 endroits, 5, mais en fait, on est en permanence sur nos portables en train de regarder les écarts, quoi, parce qu'on ne peut pas être partout. Et quand on donne un écart à un athlète, eh ben, on sert notre téléphone et non pas de ce qu'on a vu nous, parce qu'on n'a pas vu grand-chose, en fait. Et voilà, et donc le 24 heures, c'est vraiment une épreuve, je pense, qui a tout son intérêt dans la préparation d'un ultra. Pour revenir sur Ludo, justement, parce qu'on a dérivé sur le 24 heures, je pense à Eric, du coup, qui a été à la fois champion du monde de trail, ça serait un super cours, 24 heures. Oui, c'est la force. Ça fouille les règles. Dans la norme, on va dire.
où il décolle pas trop les pieds par terre. Ouais. Et je veux dire, c'est la foulée type Oui. du mec qui est L'énergie, quoi. quoi. Ah là, il serait costaud, Ludo. Ouais, ouais. Ah, c'est sûr, hein. Et quand tu planifies par exemple avec lui, on a parlé d'intelligence de course, mais d'intelligence de planification. Ludo, il fait l'hiver, il fait la saison ski alpi, après il y a la saison trail. Bon, avec tout ce qu'il fait à côté, sa vie familiale et professionnelle, etc. Qui est très chargé. Très chargé. Comment justement tu apportes de l'intelligence, tu parles d'adaptabilité en fait. On parle beaucoup d'adaptation depuis le début, tous les deux, s'adapter au format de course, l'intelligence de l'athlète. Comment tu renforces ça justement, ces athlètes, ces capacités, ces aptitudes, et notamment avec Ludo? De la différence entre certains athlètes et d'autres, par exemple. Tu vois, de revenir au colloque auquel j'ai participé ce week-end, où effectivement je propose l'entraînement sur toute l'année 2017. Ce qu'a fait Adeline, elle s'appelait Roche à l'époque, elle s'appelle Nadine Martin aujourd'hui, elle était championne du monde en 2017. Et j'entraînais aussi Nathalie Mauclair, qui est venue au championnat du monde, et qui est venue par un chemin totalement différent. C'était en juin, le championnat du monde. Elle a fait 4e, donc aussi une grosse performance, en étant venue par le Marathon des Sables, qu'elle avait programmé, parce que c'était pas dans la logique des choses, mais son âge, elle n'était pas censée venir au championnat du monde. On sait qu'ils ne connaissent pas les jeunes générations à son âge. Nathalie, elle a plus de 50 ans, quoi. Ouais, tu vois, à l'époque, elle a bien carré. Et à l'époque, elle en avait 45, 46. Oui, voilà. Donc c'est 45, 46 à l'époque. Et elle habite au Mans. Ouais. Au Mans, c'est ce que je dis pour faire sourire, ils voient un tas de taupes et ils croient que c'est une bosse. Et Ludo, Ludo qui fait 5, et Ludo a fait toute la saison d'hiver en ski de rando. Et avec la particularité, Ludo, qu'il fallait qu'il sélectionne. C'était le Trail du Ventoux, donc quand même il fallait qu'il soit costaud à ce moment-là au mois de mars, et c'est toujours compliqué pour un entraîneur d'avoir un pic de forme au mois de mars et puis d'en avoir un autre 2 mois plus tard pour le championnat du monde, quoi. Ça c'est pas simple. Et donc lui il est venu par le ski de rando, donc et Adeline est venue elle est bien pure de l'athlétisme, elle est venue par le cross-country d'hiver. Donc 3 athlètes qui sont venus on dit tous les chemins mènent à Rome. Alors c'était en Italie, mais c'était pas Rome le championnat du monde. Mais en fait ils sont venus par 3 chemins différents, et ils ont fait première Adeline, 4 je crois Nathalie, et 5 Ludo. Des performances et tiens, Cédric Furton fait 3 là. Et voilà, ils sont arrivés là par des chemins totalement différents, où je me suis adapté par rapport au fait que Ludo, lorsqu'il ouvre ses fenêtres, il y a 1,50 m de neige devant chez lui. Nathalie, qui elle, elle habite au plat pays, voilà. Et puis Adeline, qui habite là, qui est proche de chez nous, et qui a des conditions d'entraînement, pas de haute montagne, mais de montagne, et qui préparait, elle, le cross avec son club. Voilà, donc... et ça c'est mon boulot, quoi, de m'adapter pour essayer de les amener au meilleur avec quelque part je dirais les outils qu'ils ont. C'est les outils, hein, ni plus ni moins, hein. Les outils, voilà, Nathalie elle a pas de dénivelé, Ludo il a que du dénivelé et de la neige. Voilà, celle qui avait les meilleures conditions, je dirais, pour performer, c'était Adeline, puisqu'elle habite dans ma région, et elle avait à la fois du dénivelé et elle a pu s'entraîner correctement en course à pied. Et comment tu fais? Ça c'est ça mon boulot. C'est quoi la recette? Alors, voilà. Ça va peut-être découler sur ce que j'expliquais entre l'entraîneur et le coach. Allez, l'entraîneur, en fait... Attends, tu veux, on peut faire un petit break là-dessus. Là, tu vois, on a 3 quarts d'heure. On va dire qu'on a mi-parcours. Tu montrais des photos. Justement, la recette Philippe Propage, c'est un endroit. C'est ici, c'est ton environnement. Tu peux décrire un petit peu ton environnement. On disait qu'on était entre les monts du Lyonnais et puis entre... excuse-moi, je commence par cela et tu commences par les autres, du Forêt. Tu peux nous expliquer un petit peu aujourd'hui qui t'es, ton environnement, ceux qui ne te connaissent pas ou qui t'ont connu mais qui ont oublié au passage certaines choses parce qu'ils savent juste que t'es le coach du Keep Run ou t'as été l'entraîneur d'équipe de France, alors André, hein. Voilà, c'est des raccourcis, c'est résumé. Mais qui t'es, Philippe, en fait? Alors moi, je suis quelqu'un à l'origine, j'étais vraiment pas fait pour faire de la course à pied. Puisque je viens du football, et je me rappelle quand j'avais un entraîneur, et si je pouvais éviter de faire les tours de terrain avant l'entraînement, je faisais. C'était un jeu pour moi. Voilà, c'était pas un sport, c'était un jeu. Donc je suis venu de là. Après, je me suis marié, j'ai eu des enfants, et puis je me suis mis à la course à pied assez rapidement.
Parce qu'un jour, je suis passé devant une glace, j'ai dit, oula, il faut faire quelque chose, parce que j'avais pris pas mal de poids. Et donc, du coup, je me suis mis à la course à pied. En plus, il se trouve que dans mon village, il y a une course qui est organisée. Ton village? Mon village, c'est Bonson. Bonson. Où on est aujourd'hui? Où on est aujourd'hui. B-O-N-S-O-N. Voilà, alors après, aujourd'hui, c'est devenu une petite de 4000 habitants, donc voilà, je sais pas comment on doit le cataloguer. Et en fait, il y avait une course ici, une course sur route. On a fêté les 35e ou 40e anniversaire, je me souviens plus là. Et donc, en fait, j'étais au-dessous des écoles, j'ai toujours été beaucoup impliqué dans le monde associatif. Et en fait, on était au-dessous des écoles, et notamment ma femme, et elle me dit, ah, il y a une course, on en fait partie, il faudrait que tu nous aides. Je dis, oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, tu seras sur un carrefour. Bon, je savais même pas ce que ça voulait dire. Et donc, je me suis retrouvé avec un carrefour, avec mon panneau interdit à couper la circulation. Le garde champêtre. Je me suis fait défoncer par certains automobilistes. Ah bah oui. Et l'année suivante, j'étais toujours aux écoles, mais j'ai dit, oula, il faut que je prévoie quelque chose. Je lui ai dit, bah écoute, non, je peux pas, cette année, je cours. Et donc, j'ai couru. T'as quel âge? Et là, j'avais à peine 30 ans, moi, à peine 30 ans. Et là, mais je ne m'étais pas entraîné. Et quelque part, c'était pour pas être au carrefour. Et là, mais j'ai souffert de martyr. C'était un 10 km, mais j'en pouvais plus. Et il y avait des deux instituteurs, le directeur de l'école de mon fils et un instituteur, qui avaient 10 ans, 15 ans de plus que moi. Et en fait, ils ont pu courir tout le long. Et là, il y avait deux solutions lorsque je suis arrivé. Soit je reprenais mon carrefour l'année suivante, soit je me disais, allez, non, c'est fini, il faut t'y mettre. Et là, je suis rentré à la maison, j'ai pris la décision qu'apporter mes décisions. Je me suis mis à m'entraîner, j'ai perdu 15 kilos, je mangeais 15 kilos. plus un carré de chocolat, alors que depuis je m'y suis remis, hein, mais plus un carré de chocolat, enfin des trucs. T'as pas pris 15 kilos en attendant? Non, on va un peu quand même. Et du coup, je me suis mis à faire le régime et il y avait un calendrier, c'était le calendrier des courses hors stade, on appelait ça comme ça à l'époque, de la Loire. J'ai fait toutes les courses. Le samedi, des fois il y en a une le dimanche, mais je m'entraînais que le mercredi une fois. Voilà, et du coup, mais j'ai progressé très 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 vite. Et puis tout de suite, là, ma passion de l'entraînement, elle a pris le dessus. J'ai acheté toutes les revues qui existaient, alors il y en a qui existaient moins que maintenant. Hein. Ouais. Et puis tout de suite, je me dis, il faut aller dans un club. Je suis allé dans un club d'athlétisme, je me suis entraîné, alors j'étais le seul senior. Donc l'entraîneur, il y avait deux cadets, j'ai dit, tu t'occupes pas de moi, tu fais l'entraînement pour les cadets, moi j'irai avec eux. Donc je me suis entraîné à l'entraînement cadet. Et puis, il y a eu des formations qui sont arrivées sur la course en stade, tout ça. Et tout de suite, mis contre le haut du club, ils se sont aperçus que j'avais quand même certaines qualités pour entraîner. Et tout de suite, ils m'ont proposé de faire des formations, ce que j'acceptais bien sûr avec plaisir. Et rapidement, j'ai créé mon groupe d'entraînement dans le club. Au début, j'avais un athlète. Et aujourd'hui, j'entraîne plus dans le club. Quand je suis parti, on était 120, 130 quoi. Ouais. Mais bon, parce que c'était aussi vraiment la grande période du hors-stade qui arrivait, qui émergeait, et pas du trail, puisqu'à cette époque-là, c'était pas ça encore. C'était pas ça. Ça tient à rien finalement. La différence, ce qu'on disait tout à l'heure, la différence entre deux coachs et là. Attends, tu vas trop vite. Alors je vais trop vite. T'es passionné. Est-ce que t'es passionné ou parce que c'est ton tempérament? Parce que les deux. C'est les deux. C'est ouais. Quoi ton tempérament d'ailleurs? Toi, si tu devais un petit peu aujourd'hui Si au premier mon maladie, ils m'ont expliqué que c'était le stress qui m'avait fait ce qui m'arrivait. Sincèrement, je me sens pas spécialement stressé. J'interviewe ta femme, merci. Voilà, peut-être que, effectivement, puisque je cochais aucune case, donc on va le mettre là-dessus. Donc peut-être ça peut être... J'essaie surtout de ne pas le montrer. Mais ça m'arrive sur les courses, souvent on me pose la question, sur la course on ne te voit pas trop expansif. Oui, mais c'est aussi mon rôle. Même si ça boit à l'intérieur, mon rôle, il est au contraire de calmer les choses. Rarement l'inverse, mais souvent de calmer. Et surtout de ne pas montrer mes émotions. Ça, c'est important que l'athlète, s'il n'est pas bien, d'autant plus s'il n'est pas bien, il n'a pas envie, lorsqu'il te voit, que toi aussi, tu sois complètement défunt. Il sait qu'il n'est déjà pas bien, c'est pas la peine d'enfoncer le clou. Et au contraire, de trouver des arguments positifs. Mais pour ça, parfois, c'est pas simple. Hein. Parfois, j'ai réussi, parfois, on réussit pas. C'est la différence avec le 24 heures, où le 24 on arrive plus à réussir parce qu'on les voit en permanence. Et puis, on adapte aussi son langage à l'athlète lorsqu'il va arriver. Mais parfois, sur un trail, on sait pas trop
lorsque l'athlète il va arriver, s'il est bien ou pas bien, parce qu'on n'a pas de nouvelles. Donc et il faut adapter, parfois en quelques secondes, voire même moins, dire 2-3 mots qui vont porter leurs fruits, ou si tu n'as pas utilisé le bon mot, ben non. Et au prochain ravitaillement, ils montent dans la voiture. Donc voilà, c'est vraiment un coaching particulier, parce que il faut trouver les bons mots, et ces mots aussi, ils sont toujours adaptés à la personnalité de l'athlète. Ah bah, je vais te piquer là-dessus, tiens, les bons mots. si tu devais dire toi-même, pour te décrire toi, un mot. Oh, un seul. La bienveillance. Allez, attends, c'est pas fini. Hein. Bienveillance, ça c'est selon toi. Si je pose la question à ta femme, de dire un mot, pour toi. Bon, tu vas me dire, faut lui demander, mais non. Ouais, faut lui demander, mais non. Ouais, je pense. Bon, elle dira à peu près pareil. Ouais. Je pense aussi. Parce que vraiment, avec mes athlètes, je suis le papa, quoi. Paternaliste. Ouais, peut-être. Mais je dirais presque plus avec mes athlètes qu'avec ma famille. Tu vois. Mais voilà, ouais, c'est souvent, on m'appelait Papa Phil. Enfin, je veux dire, voilà, notamment c'était Eric qui m'avait donné ce surnom. Ouais. Si aujourd'hui j'ai des résultats, c'est en partie peut-être grâce à ce feeling que j'ai avec mes athlètes, où on partage énormément de choses. Et je pense que parfois ils courent aussi avec la volonté de me faire plaisir. Et souvent je leur dis, mais ils me disent merci, mais je dis mais non, mais t'as pas besoin de me dire merci. Moi mon salaire, il est fictif, mais mon salaire c'est ton résultat, toi. Si toi tu as performé, où tu as été au maximum de ce que tu pouvais aller, voilà, c'est pas la peine de me dire merci, tu me l'as donné le merci là. C'est souvent je leur dis ça. Je peux prendre. On parlait de Ludo parce que je le vois depuis tout à l'heure. Il dit quoi, lui, de toi? Il dirait quoi? Qu'est-ce qu'il dirait? Ouais, pareil, un peu. Pas son papa, mais voilà. Et puis Ludo, mais Céline, sa femme aussi. Ouais. Tu vois, j'accorde énormément d'importance aussi à l'entourage familial. Je veux pas extraire l'athlète, la partie sportive du reste de la personnalité et de l'entourage aussi. L'entourage, il est souvent, il apporte à l'athlète, si tu veux, ce qui lui permet parfois d'aller au-delà de ce que sportivement on peut atteindre de lui. Il y a Ludo, c'est le cas type avec Céline, mais il y a aujourd'hui qui est un petit peu dans le même état d'esprit, c'est Thomas avec Anne-Claire, sa femme, qui voilà, et c'est même sur les ravitaux, c'est elle qui le ravitaille, même si je suis là. Voilà, parce que c'est quelque part aussi bien Anne-Claire que Céline, je leur dis toujours, c'est mes adjoints en fait. Et parfois, je leur dis même, n'hésitez pas à m'appeler. Si vous voyez quelque chose, vous sentez quelque chose, que moi qui suis à distance, je ne veux pas forcément voir ou savoir, c'est important qu'ils m'appellent pour me donner des nouvelles et surtout me dire s'il y a quelque chose qui cloche. Après, si ça va bien, ils n'ont pas besoin de me tenir informé. T'as un bouquin qui t'a inspiré, toi ? Plus que d'autres ? Bon, je ne suis pas un grand lecteur. Je suis abonné à la bibliothèque chez moi, ils me relancent sans arrêt pour que je rende des livres. Alors, et je les rends, mais souvent j'ai des livres à part l'offre, quoi. J'ai pas le temps. Parce que voilà, j'ai beaucoup de téléphones, puis je suis intéressé par plein de choses. Plein de domaines. C'est qui fait que j'ai peu de temps à. Je suis intéressé partout, en fait. En les sports, n'en parlons pas, mais je suis passionné par ça. Aussi, oui. Déjà, avec le sport à la télé, j'y passe du temps quand même. C'est vrai. Je suis passionné par l'économie, par la politique, par plein de choses, en fait. Et souvent, j'ai des avis qui font peut-être que voilà, c'est peut-être ça mon infarctus. J'ai pas du tout les mêmes avis que ce que j'entame sur les télévisions, les radios. Et ça t'énerve, ça te révolte. Et du coup, voilà, c'est peut-être aussi une des raisons de mon infarctus alors. Mais non, tiens, finalement, c'est peut-être une des raisons cachées de. Et d'un point de vue technique, il y avait quelque chose quand même au niveau cardiaque, il n'y avait rien. Tu sais, lorsque tu as un problème cardiaque, ils essayent d'évaluer quelques critères. C'est la sédentarité, donc bon, moi je peux te le voir. Le tabac, j'ai jamais mis une cigarette à ma bouche. L'hérédité,
Alors l'hérédité, mon papa avait été opéré du cœur, on lui a mis une valve, mais ils m'ont dit que c'était rien à voir avec ça qui m'était arrivé moi. Donc l'hérédité non. Il y avait, qu'est-ce qu'il y avait le stress, voilà. Et il y en a un 5e critère, je me souviens plus non pas. Et si, le cholestérol. Le cholestérol. Puisqu'en fait, c'est ça que j'ai eu moi. C'est en fait du cholestérol qui est venu se fixer sur une des grosses artères du cœur et qui est venu l'obstruer, puisqu'il n'y avait plus que 15% du sang qui passait. Et 85% qui passaient plus à cet endroit-là. Et j'étais une anomalie parce qu'apparemment il y a 3 grosses artères et les 2 autres sont parfaitement, elles ont rien. Donc le cardiologue, comme je disais, c'était aussi une anomalie à ce niveau-là. Voilà. Et alors que j'ai pas de cholestérol. T'en as pas dans les bouchettes de sang, à l'islamdine, ah oui, donc c'est vrai. Mais ils se sont aperçus que l'un n'empêchait pas l'autre, quoi. Ouais. Alors ils m'ont dit peut-être aussi, parce qu'il se trouve que je connais beaucoup de monde, celui qui m'a fait la coronographie, il me connaissait. Et en souriant, puis c'était aussi peut-être pour me remonter un peu le moral, il me dit qu'est-ce que tu fais là, toi, t'as rien à faire ici. J'ai dit, moi j'aime bien, pas y être non plus. Donc il m'a dit, mais je plaisante. Et il m'a dit, mais quand même, j'ai beaucoup de gens qui sont dans ton corps et qui sont passés par moi. Donc on se pose des questions aussi. Et il me dit, peut-être que dans quelques temps, on trouvera une 6e ou une 7e critère qu'aujourd'hui on connaît pas, et peut-être que tu cocheras un de ceux-ci, quoi. Voilà, écoute, ça c'est... Mais bon, j'ai fait 5 jours de soins intensifs et oui, ça s'est passé, je suis passé prêt, quoi. Voilà. Alors j'avais fait une séance de piste le mercredi, ça m'arrive le samedi, et c'était passé nickel, quoi. Et on me dit, c'est pas possible, quoi. Enfin, et y compris le premier médecin que j'ai vu, parce que c'est arrivé un week-end, donc c'est compliqué, c'était pas moi de ce traitant, j'en ai vu un, qui m'a fait une échographie, il m'a fait une... Comment on fait pour le cœur, là, je trouve plus beau. Oui, je vois. Un électrocardiogramme. Un électrocardiogramme qui était négatif. Donc lui, et puis il me dit, vous, c'est pas possible, quoi. Donc voilà, les électrocardiogrammes, quand même. Après, lorsque je suis allé aux urgences, on m'en a fait 2, et ils étaient négatifs. Et c'est seulement quand on a fait la prise de sang qu'on s'est aperçu que j'avais un taux de, je sais pas le quoi, on doit être autour de 200, j'avais 8000. Là, ils ont dit, oui, il y a un problème. Mais... à l'examen que fait un cardiologue lorsque tu vas le voir, et on voyait et que j'étais en crise. Hein. Donc... concrètement, qu'est-ce qui t'arrive ce samedi là? Je peux comprendre que le cardiologue ne peut pas me faire de certificat médical, quoi. Qu'est-ce qui t'arrive ce samedi? C'est tu courais et d'un seul... oui, avec mon chien. C'était pas celui que t'as creusé, c'était un océan. Et en fait, j'avais pas prévu de courir, mais il faisait tellement beau cet arbre. Je dis, je vais aller faire un petit tour. Et quelque part, moi, je m'entraînais pas, là, je promenais le chien. J'étais à 10, 11 à l'heure, quoi. Je veux dire, voilà, j'étais avec mon chien. Et au bout de 20 minutes, ça m'a ri. Et puis voilà, quoi. Tu te rappelles? Je me rappelle bien parce que je suis revenu quand même en marchant à la maison, j'avais pas de téléphone, voilà. Et lorsque je suis arrivé à la maison, ma femme me dit, il faut faire le 15, et comme un imbécile. Parce que je dis quoi comme ça? Parce que ça me serrait. Ça te serrait. Mais tu vois, les docteurs me disaient, tu sais, ils te posent souvent la question, on disait, 10, t'as combien? J'ai dit, écoute, je veux dire, pour vous faire plaisir. Mais en fait, ça me serre, mais j'ai pas mal. J'ai pas de douleur. Mais ça me serrait. Voilà. Et ça m'a jamais lâché. Et là, quand ma femme me dit, il faut faire le 15, je dis, non, tu rigoles, pas moi, quoi. Et j'ai été me coucher 1 heure, quoi. Mais ça m'a pas passé. Donc, je suis allé au médecin. Le médecin qui croyait pas non plus que c'était si grave que ça. Donc, il m'a envoyé aux urgences avec une lettre, mais je suis parti avec ma voiture aux urgences. Et bon, mais après, les urgences, là, ça c'est... Oui, à partir de là, T'as la douleur qui a monté ou pas? Non, c'est... Jamais. Mais ça m'a pris aller à 10h du matin. Et ils ont réussi à me le faire passer, c'était 20h le soir. La douleur, c'est tombé, j'avais plus de douleur. Et donc je suis resté comme ça jusqu'au lundi où ils m'ont fait une intervention, où on m'a fait une coronographie, on m'a posé un stent, écarté cet embout-là, là où c'était si retréci, on me l'a écarté. Tu gardes un souvenir de cette coronographie? La coronographie, ouais, c'est impressionnant, quoi. Je te pose la question parce que j'en ai eu une, moi, Simplement, si, lorsque le mec il regarde, c'est un immense truc, et le gardé, il me dit parce qu'il me tutoyait, il me dit t'es bouché à 85%. Alors là, je pense que là il a dû voir mon visage, mais il m'a dit t'inquiète pas, je répare tout de suite. Et là j'étais attaché, mais si j'étais pas attaché, je sautais au cou, j'embrassais le mec tellement j'étais content quand il m'a dit ça, parce que on m'avait expliqué avant toutes les hypothèses qui pouvaient m'arriver avec une intervention, enfin bon. Et là quand il m'a dit 85%, je dis oh là là.
Et puis le fait qu'ils me disent, mais t'inquiète pas, je répare tout de suite. Oh, que j'étais content. Tout de suite. Voilà, ça m'a rassuré et voilà, ça m'a rassuré derrière. Et puis voilà. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, dans ta vision de rebelle, révolté? Rien. Non, sincèrement, tu m'en parles, mais j'ai oublié. Alors, heureusement que ma femme parfois me fait penser à prendre mes cachets. C'est ça qui me rappelle que j'ai quelque chose en fait. Tu vois, je cours pratiquement plus, mais ça c'est pas un manque. Peut-être que je courrais plus, même si parce que voilà, j'ai fait tellement des milliers de kilomètres que bon, j'ai fait le tour. Mais voilà, le fait que j'ai des cachets à prendre le matin et le soir, c'est ça qui te me rappelle, ou si je me coupe, je saigne beaucoup. C'est des choses qui, à un moment donné, te rappellent que tu as un problème, quoi. Mais autrement, sinon, dans la vie courante, je continue à faire ce que font d'habitude, quoi. J'ai aucune contre-indication et j'ai une vie tout à fait normale. Peut-être tout à l'heure, tu vas me voir m'écrouler à côté de toi. Mais bon. Non, je ne le souhaite pas ni à toi ni à moi, mais ça pourrait être même moi d'ailleurs. À n'importe qui. Alors là, c'est aussi ça le message que je dois faire passer, c'est que ça peut arriver à n'importe qui. J'étais, pour moi, à mes yeux, c'était pas possible. Lorsque ça arrivait à quelqu'un, c'était forcément, c'était la conséquence de quelque chose. Je me sentais immunisé totalement, hein. Et ça m'arrivait. Ça m'arrivait et je l'ai pris trop à la légère parce que justement, j'y croyais pas. Je me disais, c'est pas possible. Et du coup, ça aurait pu être encore pire. Parce que justement, j'ai négligé les symptômes. Mais pourtant, je les connaissais. Hein. Immédiatement, ça a germé dans mon esprit quand ça m'est arrivé, mais je voulais pas l'entendre. Et puis je me rassurais comme je pouvais en me disant non, c'est pas possible, pas toi. C'est ce qui a fait que ça a traîné. Ça n'a pas changé grand-chose, mais voilà. Enfin, si, ça a changé un peu quand même, parce que j'ai même le bout du cœur qui est nécrosé, hein, qui est mort. Une partie du cœur qui est mort, quoi. Là, une partie, elle n'a pas été irriguée, elle manque d'irrigation pendant trop longtemps, quoi. Voilà. Donc, voilà, et si mon muscle était bien développé, donc c'est devenu un cœur normal maintenant, et puis voilà, donc voilà, c'est le message que je dois faire passer, c'est que ça peut arriver à n'importe qui, et puis n'importe quel âge en plus. Et bien être à l'écoute de son corps et surtout de rien négliger. Voilà, c'est parce que voilà, et lorsque tu as ça, après tu es en rééducation pendant 3 semaines, un mois là, et j'étais avec des gens qui eux ils avaient tous une explication, on va dire, on suppose une explication, parce que c'était des gros fumeurs, c'était des sédentaires, ils remplissaient des cases. Et toi, je me souviens bien, lorsqu'on était tous en groupe, en fait, tout notre groupe là, et il y avait le cardiologue qui venait nous parler, il disait alors voilà, il faut attention à cause de ça, et puis en rigolant, parce qu'on était des potes, après on était des potes de galère. Et en fait, les mecs en rigolant, ils disent ah mais pourquoi lui il est là? Et le cardiologue disait toujours vous savez, dans toutes les, il y a toujours une exception dans une règle, et l'exception c'est lui. Voilà, donc c'était notre voilà, ça nous faisait sourire. Et je fais partie des exceptions aussi. Voilà, donc il n'y a pas tant d'exceptions que ça. Non, parce que il y a comme tu passes un message, j'en profite aussi, parce que moi ça m'est arrivé, j'avais 41 ans, je crois, de mémoire, et c'était une péricardie, donc c'est pareil, c'est le cœur qui s'inflamme et il y a une poche d'eau qui se met dessus, et là pour le coup, moi j'étais pas à 1 de sensation, j'étais à 9, quoi. Donc d'un coup, et c'est très violent, très violent. Et donc coronographie et compagnie, un truc très étrange qu'on gardera entre nous, parce que c'est très étrange de faire une coronographie. Ça fait des sensations très bizarres. Jamais j'avais été dans un hôpital, quoi. Hormis de voir des gens, quoi. C'est la première fois que je rentrais là-haut. On avait un point commun tous les deux, quand même, c'est cette agitation cérébrale. Je trouve que c'était vachement agité dans le bon sens du terme. C'est la curiosité, l'envie de plus. Tu vois, lorsque j'ai organisé, par exemple, les championnats du monde, c'était en 2005. Mais pendant 2 ans, j'étais le responsable de toute la partie technique des championnats du monde, avec des grosses pressions, parce que c'était championnat du monde, on était télévisé, et puis chez nous, malheureusement, le cross, c'est pas quelque chose de très visible et de très reconnu, mais on était diffusé dans 91 pays en direct. Enfin voilà, vraiment une grosse pression. Et là, j'avais trouvé un truc, parce que la nuit, je me réveillais souvent à penser quelque chose. Donc, ça veut bien dire que mon cerveau il continue à travailler, puisque ça me réveillait. Et je m'avais trouvé une astuce, alors ça peut servir aussi à d'autres. J'avais un carnet à côté de moi, avec un stylo. Et sitôt le truc que j'avais, je me disais, ça, ou t'es obligé de faire ça, tout de suite je le notais. Et ce qui me permettait de me rendormir comme un bébé, alors que si je ne notais pas, j'avais peut-être oublié que du coup, je me rendormais plus. Donc voilà, ça peut être un truc...
voilà, j'ai mon carnet, je sais pas ce qu'il est devenu, mais je l'ai gardé longtemps, où je marquais des trucs, 2 mots, simplement pour me rappeler, et le lendemain matin, je savais que je l'avais noté, ça pouvait pas passer à travers. Et ça me permettait de me rendormir. Donc peut-être effectivement, aujourd'hui ça me le faisait plus, mais c'est vrai qu'avant, sur certaines courses, j'avais des difficultés pour m'endormir. Mes premières sélections de l'équipe de France, ça a été... Je me rappelle, c'était ma première... Mais c'était avec le 24 heures. On était... où c'est qu'on était là en Corée du Sud. Et là, à un moment donné, à 3h du matin, je me suis levé. J'étais marcher dans les rues parce que je ne pouvais plus dormir. Et quelque part, c'était un petit peu certains prennent un tranquillisant, moi j'allais marcher. Et j'ai marché au moins 2 heures avant le championnat du monde. Et après, je les ai rejoints au petit déjeuner. Et je l'aurais pas dit. Je l'aurais pas dit que j'avais été marcher parce que j'étais stressé, parce que je voulais pas le faire partager ça. Les gens, ils l'étaient suffisamment eux-mêmes. Donc voilà. Donc tu vois, peut-être que l'explication en fait elle est là. Ils avaient pas tort les médecins. Je sais pas. Je pense à Julien Chaurier qui me disait il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, moi je dors super bien, surtout les veilles de course, parce qu'en fait avant de m'endormir, tout est vraiment fait, etc. Je sais que je peux me reposer parce que on imagine la prise de notes, tu vois, et en pleine nuit il n'y a pas de raison de se réveiller. Ouais. Et toi, si tu te réveillais, tu... La différence c'est que moi j'encadre les autres. Ouais. Et tu sais pas si les autres ils ont tout prévu. Et donc toi tu essayes de penser l'imprévu qui peut arriver quoi. Et il faut toujours apprendre à gérer l'impossible, la faculté d'adaptation. Ouais, ça, c'est ça qui détermine le champion, et peut-être qui m'aide aussi, moi, cette faculté d'être en capacité de s'adapter, et c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Le coureur, il arrive, soit il est euphorique parce qu'il est devant, et là tout se passe bien, soit il est derrière et ça va plus, mais toi quand il arrive au premier ravitaillement, t'as pas une information, tu sais pas qui va arriver, dans quel état il va arriver, donc il faut toi t'adapter à toutes les situations possibles, même si t'as pas toujours tout prévu, mais cette faculté d'adaptation, moi je dois l'avoir en fonction de la réaction de l'athlète lorsqu'il va te rejoindre. C'est important. Il attend ça de ta part aussi, c'est qu'il peut se reposer sur toi. Voilà, aussi donc, et il faut être là, quoi. Il faut être là pour dire le bon mot, parce que parfois, ils attendent ça, et ça se joue à rien. C'est le côté psychologique, là. Je veux prendre à l'UTPMA, par exemple, Sarah Bieux, qui est au sortir, on est à la station du Durand, elle a 1 heure d'avance sur la seconde, ce qui est une Espagnole. Et bon, moi je vois sur les résultats, je l'ai perdu de vue depuis, je l'ai vu, 1 ou 2 pointages. Et là, je me pose pas de questions, elle va arriver, j'ai tout préparé le ravitaillement. Et en fait, elle arrive, elle est décomposée, elle quitte le camelback, elle enlève la frontale, elle me dit Philippe, j'arrête, j'abandonne. Et là, je suis un peu à court de mots parce que j'ai pas anticipé ça, vu la avait 1 heure d'avance. Donc, il a fallu que je parlemente pendant longtemps pour arriver à la refaire partir. Elle est repartie. Je lui dis, il faut que tu marches. Et puis j'ai dit, 1 heure d'avance, c'est pas possible que t'arrêtes, quoi. Je te ramasse au prochain ravitaillement si ça va pas mieux. Mais tu repars. Elle est repartie. Et à l'autre ravitaillement, elle m'a plus jamais parlé de rien. Elle a gagné 2h30 d'avance. Et tu vois, ça s'est joué à 5 ans. Ouais. Je suis pas là à l'instant T, là. Elle abandonne. Et aujourd'hui, quand elle te parle, elle te dirait, ce jour-là, j'étais incapable d'aller plus loin. Tu vois, j'ai vécu souvent ça. Et ça, c'était une course de 24 heures. Edmonton, au Canada, où on a un athlète, un mec, au bout de 6 heures, il est cuit, il n'en peut plus, fini. Bon, on essaie de le relancer, mais on n'y arrive pas. Bon, on lui dit, allez, stop, tu arrêtes, voilà, et tu arrêtes. Et puis au bout d'un moment, il va mieux. Bon, on lui dit, écoute, on est français, normalement on n'a pas trop le droit, mais on lui dit, écoute, tu vas aller courir, et puis tu essayes de rester un petit moment avec nos filles, et tu les emmènes. Et ce mec-là, il a battu son record ce jour-là. Si on n'avait pas remis dans le circuit, je vais dire, aujourd'hui, lui, il dirait, non, je pouvais pas aller plus loin. Et en fait, il a battu son record ce jour-là, malgré qu'il soit arrêté. C'est incroyable. Et souvent, j'ai connu des choses où ça se joue à... Ludo, quand il a gagné l'UTMB, je veux dire, à un moment donné, j'y suis pas. Et c'est ça qui a fait peut-être qu'il a gagné. Parce que j'y étais pas. Et je dis à Céline, justement, qui était... Tu arrêtes, tu lui dis stop, on arrête, parce qu'il y aura un championnat du monde 2 mois plus tard, et moi j'avais peur parce qu'il était malade, il était 50e, il régressait, donc c'est bon, on arrête quoi. Il y aurait 7 heures course déjà, j'ai dit stop, et j'y étais pas. Peut-être que si j'avais été, il serait pas reparti. Mais il a dit à sa prof, écoute, peu importe, moi j'ai abandonné déjà 4 fois, je veux aller, je dormirai quelque part, mais je veux le bout. Et puis finalement, il a remonté, et il a gagné. Mais peut-être, c'est la seule fois que c'était aussi bien que je sois pas là.
Parce qu'il m'aurait écouté, beaucoup plus. Et ouais, pense à la prochaine course. Et Donc maintenant, je fais attention. tu as tiré des enseignements de ça aussi. Tu peux rappeler quand même, alors, on se résume pas qu'à un palmarès, mais quand même, tu as fait l'équipe de France, parce qu'on va voir à la méthode, évidemment, Philippe De Propage. 2009 à 2021, au moment de mon infarctus, où j'ai dit, je veux plus... Puis peut-être que j'arrivais aussi, c'était la fin d'un cycle, il fallait aussi s'arrêter. Allons, si. Oui. Et surtout que j'étais nommé depuis 2017, moi j'étais en attente qu'on crée une équipe, quoi. Et puis les choses à ce moment-là étaient différentes, hein. J'ai pris comme ça, en disant je prends celui-là. Il n'y avait pas de course de sélection. Après, justement, on a fait des courses de sélection pour que ça soit plus carré. Voilà, parce que aussi... j'avais reçu parfois des mails incendiaires de gens Pas juste. qui me disaient ouais, vous avez pas pris celui-là, des gens que je connaissais même pas d'ailleurs, mais qui étaient bons dans leur village peut-être. Ah, ouais. Mais bon, ils se rendaient pas compte qu'on était un champion du monde, quoi. J'ai eu souvent des gens qui moi, enfin, parce qu'après, vu les résultats, ils se sentaient moins légitimes. Mais au début, voilà, pourquoi il fallait prendre celui-ci. Bon, enfin voilà, mais ça fait partie du jeu, hein. Donc j'ai arrêté en 2021 et j'ai refait donc l'équipe de France de 24 heures, oui, de 2008 à 2015. Donc déjà pendant 5-6 ans, j'ai cumulé les deux, mais qui devenait compliqué parce que j'étais bénévole, hein. J'avais un travail et il fallait le prendre sur mes vacances lorsqu'on partait une semaine en championnat du monde, une semaine en stage. Je faisais ça 2 fois avec le 24 heures, 2 fois avec... le trail, ça faisait un mois de vacances, donc c'était parfois compliqué. Même si j'ai eu des facilités par le fait que j'étais directeur des services techniques de cette ville-là, et je faisais beaucoup d'heures, voilà, souvent quand c'est dans les petites villes, le maire il vient te chercher le dimanche, il faut régler un problème. Je faisais que j'avais fait beaucoup d'heures, et voilà, ils m'ont aussi parfois laissé partir. Il y a plein de gens qui sont en train de se... Enfin, ceux qui écoutent en cas, mais attends, il est pas salarié de la Fédé, il est pas payé par la Fédé, il était directeur des services techniques de sa mairie. C'est ça, exactement. T'avais un métier, donc voilà, parce que tu le dis pas, hein, mais c'est intéressant quand tu nous rappelles. J'étais un métier pur bénévole et bénévole. Les fédérations, ils me remboursaient. Enfin, ils me remboursaient pas, je payais pas les frais de voyage, l'hôtel, mais j'ai jamais touché un centime de la fédération. Ouais, Adrien, je me rappelle. Et c'est, je le savais quand je l'ai pris, et j'ai pas fait ça pour ça. Mais ça apportait de la complexité, le fait qu'à un moment donné, on doit prendre sur ses congés pour et l'impact que ça peut avoir sur la famille, etc. Il faut aussi. C'est pour ça que je te disais l'importance de la famille tout à l'heure. Moi, j'ai eu le même problème avec mon épouse. C'est qu'à un moment donné, il fallait qu'elle accepte aussi de me voir partir à l'autre bout du monde, parfois, pour aller encadrer une équipe, et que finalement, je le prenais au détriment des vacances qu'on allait prendre en famille. Je pense que ça a été d'autant plus facile que ma femme était elle aussi dans ma course. Et de ce fait, voilà, elle connaissait tous mes athlètes, elle était toujours... ça m'est arrivé qu'un athlète me téléphone, alors c'était avant qu'on ait un peu les portables, téléphone sur le téléphone fixe, c'est ma femme qui l'avait, et puis il se mettait à parler, que au bout d'un moment, je disais, mais hey, il m'appelait, c'était moi qui voulais mais des enfants, tu vois, voilà, et je pense que ça aussi, il n'y a pas un de mes athlètes qui ne connaît pas ma femme, quoi. Ouais. C'est un tout. C'est un tout. C'est un tout. Voilà. Et c'est pas ça ce sera pas ça la méthode Philippe Propage. C'est un tout. C'est un tout. Ouais. Quand je te dis entre la différence entre le coach et l'entraîneur, il s'occupe que de la partie sportive. Il met des séances les unes derrière les autres. Ouais. C'est là que tu fais la différence. Vas-y. C'est ce que l'on fait lorsque l'entraîneur dans un groupe, dans un club, ou lorsque je fais un plan d'entraînement sur un mensuel, je fais un plan d'entraînement pour tout le monde. Mais en fait, je sais pas à qui je m'adresse. La différence avec le coach, c'est que le coach, il a l'entraînement, mais l'entraînement, il n'est pas fait en fonction de mes idées, il est fait en fonction de la personnalité de l'athlète, ce que je disais tout à l'heure, son lieu d'invitation, mais aussi de son travail. On n'entraîne pas de la même façon quelqu'un qui, je vais prendre l'extrême, qui est mineur, qui descend au fond de la mine, que celui qui est à mi-terme devant un ordinateur toute la journée. C'est pas la même chose. Et puis aussi la famille. On n'entraîne pas quelqu'un qui est célibataire, quelque part, qui peut consacrer beaucoup de temps au père ou à la mère de famille qui a 2-3 enfants, mais en plus qui travaille. Donc, les deux éléments, ces deux éléments, c'est ces deux éléments-là qui vont déterminer mon entraînement. Donc, je marche à l'envers, moi. Tu es d'abord coach. Je suis d'abord coach. Ah oui, je sais pas faire d'abord l'un sans l'autre. Et après une fois que j'ai bien géré la partie familiale et la partie professionnelle, je mets en place l'entraînement.
Tu vois, j'entraîne par exemple des gens qui sont pompiers. Pompier, il va travailler 24 heures d'affilée et il va rien faire pendant 48. Et ben moi, et puis ça va se décaler tout le temps. Et ben moi, celui qui regarde le plan d'entraînement que j'ai fait pour un pompier, mais qui sait pas qu'il est pompier, il dit mais Philippe, il est tombé sur la tête là. Il va rien faire pendant un moment donné, puis après il va faire du bi-quotidien certains jours. C'est pas, mon entraînement n'est pas équilibré. Sauf qu'il est équilibré par rapport à sa profession. On n'a pas le choix. Voilà. Et j'essaye de le faire. Là, c'est l'extrême pour bien comprendre. Mais. C'est pour toi? Non? Je sais pas. Attends, il faut que je passe à ma femme. Mais oui. La transmission de téléphone. Attends, vas-y. Et bonjour. Tiens, cran. Je sais pas qui c'est. Hop. C'est comment son prénom? Mireille. Ah, Mireille, attends pour moi. Mireille. Mireille, elle a été une bonne tradeuse. Voilà, bon, elle n'a jamais fait des résultats. Elle est habillée comme toi qu'elle vient faire du sport. Elle continue à faire du sport pour moi. Oui, donc voilà, donc toujours bien mettre en phase. La partie sportive doit découler du reste, en fait, et non pas l'inverse. Donc je procède pas forcément de la façon habituelle. C'est peut-être ça qui me permet aussi parfois d'optimiser un petit peu le potentiel de l'athlète. Et en plus de ça, mes athlètes savent très bien que je vais tenir compte. Eux aussi, c'est important pour eux. Pour certains, c'est très très important que je tienne compte justement de cet aspect familial. Pour eux, la priorité, c'est la famille. Bien sûr. Tu vois, c'est vraiment le cas type avec, par exemple, je prends l'exemple de Thomas parce qu'il me vient à l'esprit, mais il y en a d'autres. Hein. Mais Thomas, c'est vraiment, il va rien faire qui va contraindre sa famille. Voilà. Et donc moi, je tiens compte de ce paramètre. Et c'est lui qui va me fixer les règles pour l'entraînement. Ou parfois, effectivement, on va avoir des grosses charges, et puis il sera en capacité de ne pas faire grand-chose pendant un moment. Alors beaucoup d'athlètes ne l'acceptent pas, lui il l'accepte parce que sa priorité, finalement, c'est pas le sport. Enfin, si quand même, faut pas exagérer. Mais c'est pas au détriment du reste. Ouais. Voilà. Et je pense qu'il a un équilibre grâce à ça. Et si aujourd'hui il a autant performé, c'est grâce à cet équilibre. Je suis un des maillons de l'équilibre. Mais quand voyons, faut pas l'oublier ça. Ouais. L'équilibre. Moi, je n'entends pas de l'équilibre en fait dans ce que tu dis. Autant quand j'avais parlé avec Adrien, qui a pris la succession, il parle beaucoup d'équilibre. Moi, je trouve que c'est pas de comparaison que je fais, mais c'est quelque chose de plus global en fait. Parce qu'un équilibre, ça veut dire qu'il y a une balance, tu vois. Oui, mais ça, moi, je trouve qu'il y a plein de choses en fait. J'ai utilisé ça. La balance. Alors ça me fait plaisir. Ouais, je vois que tu fais partie des anciens. Parce que j'ai expliqué à ma grand-mère qu'elle avait une balance, une romaine, hein, voilà, et elle mettait son sucre là, et elle mettait des cours pour 1 kilo, et puis pas la fois des petits pour trouver l'équilibre. Et moi, en permanence dans l'entraînement, j'utilise ça. Je me dis, si je fais ça, je vais gagner quoi par rapport à ce que je risque de perdre. Et si le gain, il est tellement minime par rapport à le risque de perte qui est énorme, je ne prends pas le risque. Je suis en permanence en train de jongler avec ça. Je sais que parfois, ça serait intéressant de le faire, mais je pense que le pourcentage de risque, il est trop important. Et quand c'est comme ça, il vaut mieux pas le faire. Un exemple comme ça? De faire une séance supplémentaire, par exemple. D'ajouter une séance. En ajouter une. On va dire, la dernière, on l'a fait, c'est un peu loin, une petite piqûre de rappel. Ouais, mais je me dis, il est super fort. Est-ce que si je ne veux pas basculer de l'autre côté, tu sais, les athlètes, lorsqu'ils sont en phase terminale, qui sont super forts, ils sont sur une lame de rasoir. Ils mettent un pied à gauche, un pied à droite, ils tombent. Il y a un microbe qui passe. Ils les repèrent à X temps, ils ont plus de défense immunitaire, donc ils leur tombent dessus. Voilà, il y a tous ces facteurs, il n'y a pas que la blessure, il y a aussi, tu vois, avec Thomas par exemple, qui est instituteur et qui fait beaucoup des maternelles. Et le maternelle, le problème, c'est qu'il y a toujours un petit qui a un microbe quelque part. Et là, des fois même, on en est arrivé à lui dire, il faut mettre un masque quand on se prépare. Et systématiquement, aujourd'hui, quand on fait une grosse course, tu peux être sûr que 15 jours, 3 semaines avant, il a chopé quelque chose. Alors maintenant, j'en ai fait un atout. Je lui dis, rappelle-toi, Thomas, chaque fois que tu es en forme, tu fais ça. Et c'est vrai. Mais au lieu de dire, oh là, c'est pas bien, zut. Non, j'en fais un atout. Je veux dire, c'est bon. Ça veut dire que tu es super en forme et qu'effectivement, le microbe, il t'a repéré dans la classe et il t'a bien vu. Et il est venu sur toi parce que tes défenses immunitaires, elles sont limites parce que tu es très en forme. Mais c'est vrai que ça fait plusieurs reprises que ça arrive. Et lui, du coup, il n'est plus non plus traumatisé par ça, parce que ça lui arrive à plusieurs reprises et que maintenant, ça ne l'a pas empêché de performer derrière.
Ouais, ça fait partie des pas des peurs, parce que quand on le sait, comme tu le dis, d'ailleurs, c'est plus une peur, on le sait, ça peut devenir une force, mais en fait, sur cette période d'affûtage. Ah, ben c'est le risque. C'est un risque, c'est pas une peur. Et c'est pour ça que le risque, je t'expliquais tout à l'heure, et parfois, je dis, il vaut mieux pas le faire. Ouais. Même si ça me fait envie, je me dis, vaut mieux que la tête, il soit à 99% de son potentiel et qu'il prenne de départ, plutôt qu'il soit à 105 et qu'il soit à côté de moi, sur les barrières, encourager ses copains. Voilà, toujours faire attention. Toujours l'adage, mieux vaut une séance de moins qu'une séance de trop. Quand on a compris ça, on a compris beaucoup de choses. Ouais. Et c'est pas moi qui l'ai dit cette phrase, c'est il y a très très longtemps, c'était sur Jogging International et Serge Cotreau a caché son mot. Donc c'est Serge Cotreau qui tue sa mère qui est comme une échia. Et ouais, voilà, donc c'est vraiment quelqu'un les jeunes ne connaissent pas, ça c'est sûr. C'est sûr. Tu as déjà fait les Millau, je veux dire? Alors les 5 km de Millau, j'ai fait une fois, mais en vélo. Parce que j'accompagnais. Mais sincèrement, ça a été aussi dur pour moi parce que je n'avais pas l'habitude de faire du vélo. Et les 3 dernières heures, j'ai été à mon danseuse parce que je ne pouvais plus poser mes fesses sur la selle tellement j'ai pensé que c'était horrible. C'était horrible. Ah ouais. Petite dédicace à ma femme qui m'a accompagné sur les 5 km, effectivement. Elle a pas eu ses gestes. Ça sans moi. Je n'ai pas aller vite, en plus, je suivre. J'ai une côte, je ne pouvais pas suivre. Donc lui, il est parti. Il était dans les premiers. Je lui ai dit, mais je te rattraperai dans la descente. Mais c'est surtout à la fin, je ne pouvais plus poser les fesses sur la selle quand tellement j'avais mal. Donc j'ai fait des 3 dernières heures en temps. On n'avançait pas, mais j'étais sur les 2 pouces sur les vélos. Tes fesses s'en souviennent encore. C'était quand ça? J'ai fait ça à 24 heures. Hein. J'avais été en Ferrand à Chambéry-en-Paillé, qui était le plus rapide des 24 heures. Donc je m'étais des 100 km, pardon. Donc je m'étais entraîné bien pour faire, mais c'était 4 fois 25 km. Il ne faut jamais faire ça. 4 fois 25 km. Et il se trouve que je connaissais bien quelqu'un qui s'appelle Bruno Hubi, qui est en équipe de France, et on a fait toutes nos formations ensemble. Et j'ai souffert martyr. Et lorsque j'allais arriver mon 3e tour, moi, lui, ils annoncent le premier qui arrivait, et c'était Bruno qui allait gagner. Et Bruno, il a eu le malheur, quand il est passé vers moi, il me tapait dans les... Il me dit, allez, courage Philippe, il te reste plus qu'un tour. Et là, je suis arrivé, je me suis arrêté 10 mètres derrière lui, j'ai pas fait de la détour. Donc j'ai fait 2e, en fait. Non, mais j'ai fait 75, j'ai fait que 75. Voilà, j'avais pourtant été là-bas. Je pense que j'étais parti trop vite et j'ai décliné. Et t'as ruiné de savoir qu'il fallait repartir pour 25 bornes. Ouais. Et puis j'étais plus sur les chronos que je voulais faire. C'est la différence avec le trail aussi. Le trail, tu peux prendre du plaisir, tu l'as bouclé. Mais que ce soit le marathon ou même une distance inférieure ou le 100 km, lorsque tu n'es plus sur tes chronos et que tu souffres de martyr, tu dis mais pourquoi souffrir? De toute façon, tu seras déçu lorsque tu vas arriver. Et voilà, c'est la différence avec le trail aussi, c'est une des différences. Ouais. Bah écoute, on a évoqué pas mal de choses, tellement de questions. J'aimerais bien te revoir une 2e fois, tu vois, parce qu'il y a déjà on sera encore là dans quelques temps. C'est pas interdit. Ça, moi je me l'interdis pas parce que là en fait on a effleuré quand même pas mal de choses. Moi ce qui m'intéressait aussi, c'est que les gens te connaissent davantage. Pour moi c'était mon envie de te connaître davantage et puis comprendre aussi cette méthode qui n'est pas une méthode d'application avec, on l'a bien compris, c'est que l'adaptation. Pas de méthode en fait. C'est que l'adaptation. Et c'est la méthode qui n'a pas de méthode. Voilà, et c'est ça en fait. Le secret c'est qu'il n'y a pas de méthode. Hein. Exactement. C'est qu'il n'y en a pas de secret. Et tu t'adaptes à chaque fois. Quoi. Et je m'adapte, voilà. Peut-être que quand je vais entraîner un nouveau coureur, je ferai encore autre chose qu'aujourd'hui auquel je pense pas. Je sais pas. Donc c'est connaître l'autre. Voilà. Je crois que la première chose, c'est apprendre à le connaître sur le bout des doigts. Mais lui, mais aussi sa façon de vivre. En dehors du sport. Ouais. En dehors du sport. C'est ça ma principale problématique au départ. Il faut que la personne, elle s'ouvre. Ouais. Et des fois, ils voient ça un peu comme une ingérence. Ouais. C'est pas forcément... Alors souvent, c'est eux qui viennent me voir, hein, c'est pas moi qui... Donc mais ils acceptent ça parce qu'ils connaissent un petit peu aussi la façon dont je procède. Mais c'est une ingérence aussi dans leur vie. Surtout que je veux impérativement qu'ils me tiennent au courant de problématiques qu'ils peuvent trouver. Parce que dans le couple, il y a un petit souci. Parce que dans leur boulot, ils risquent d'être licenciés. Mais changer de boulot, peu importe. Mais tous ces facteurs-là, j'ai besoin qu'ils m'en fassent part. Parce que si, au niveau d'entraînement, après, il y a une petite baisse de régime, moi, si j'ai pas ces informations-là, je me retourne sur mon entraînement en culpabilisant, en disant qu'est-ce que j'ai fait qui fait qu'aujourd'hui, ça marche moins bien. Ouais. Mais peut-être 9 fois sur 10, le problème, il n'est pas dans l'entraînement.
il est ailleurs. Bien sûr. Et si on l'a identifié, soit on peut y remédier, etc. Toujours, toi, des exemples. J'entraîne une personne qui est comptable dans une grosse entreprise. Et ben forcément, en fin d'année, on s'entraîne moins. Ah oui. Parce qu'il faut à tout prix qu'il rende les comptes. Il a des problématiques qui font que... Donc, je me suis adapté par rapport à sa profession. Dans son entraînement. Dans son entraînement. Son entraînement, il est adapté et sa profession qui est cyclique en fin d'année, où il doit rendre les comptes. Donc, je veux dire, il travaille beaucoup plus. Et puis, il a aussi des impératifs de résultats qui fait que en fin d'année, il faut qu'on allège beaucoup. Finalement, est-ce que tu n'adaptes pas, pour faire un résumé, une caricature, connaître la charge mentale à l'instant T de la personne pour adapter la charge d'entraînement et cet équilibre? Je l'ai pas dit comme ça, mais j'essaie de mettre un peu la métaphore. Tu as tout à fait raison. C'est et toujours à l'instant T. Ouais. Voilà. C'est parce qu'à l'instant T, un gars qui fait, tu vois, même dans le sport, un gars qui fait la séance le mardi soir et le samedi matin, c'est pas du tout la même chose, la même séance. Le mardi soir, il a une journée de boulot, ça s'est peut-être mal passé. Il arrive au stade, il y a eu des bouchons, mais il est déjà. Et il fait ça en fin de soirée, il est incapable de tenir les allures qui étaient prévues. Et puis il va la faire le samedi matin, où il sera levé à 9h, il aura déjeuné tranquille, là, il va le faire dans les meilleures conditions, et là, il sera capable de faire plus vite que ce que toi tu lui as demandé. Ouais. Et d'un côté, ça se passe bien, de l'autre côté, ça se passe pas bien. Bah oui. Pourtant, il a donné le meilleur level dans les deux cas. Donc il faut faire très très attention. C'est pour ça que je me focalise pas trop sur les allures. Parce que si tu te focalises trop, le mardi soir, là, quand il a pas tenu son allure, il rentre chez lui, faut pas lui parler, c'est le plus haut du monde, et alors que le samedi, c'est le meilleur. Alors, et non, il y a 3 jours d'écart, sauf qu'il l'a pas fait dans les mêmes conditions, et ça on oublie, on regarde que le résultat. Ouais. Sur travail, on regardait, on voit que le résultat, mais on sait pas dans les conditions qu'il l'a fait. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut prêter beaucoup d'attention, mais c'est en dehors du sport, on va dire. Philippe, c'est pas purement sportif. Ça te demande une charge mentale, toi, énorme pour connaître tout ça, ressentir tout ça, avoir les feedbacks, échanger, partager. Oui, on partage beaucoup, mais je connais tellement bien mes athlètes que fonction des retours qu'ils me font, fonction des mots qu'ils ont employés, qu'ils m'ont écrit, je sais si ça va ou pas, quoi. Voilà. Et puis moi, je leur dis, si ça va, on s'appelle pas, hein. C'est pas la peine, hein. Ouais. Moi, je sers à rien quand ça marche. Je suis juste là pour vous, c'est moi la bouée. En fait, je vais vous tendre une bouée lorsque vous aurez la tête qui commencera à passer sous l'eau. Là, je suis là, ou pour vous maintenir la tête hors de l'eau, ou lorsqu'il y a un problème. Mais lorsqu'ils sont dans une course et qu'ils gagnent, c'est bon, ils n'ont pas besoin de moi. Et ça, où je suis plus important, c'est les joueurs qui ne sont pas à la hauteur qu'ils espéraient, et que c'est là que j'ai du boulot. Mais autrement, aller taper dans le dos pour lui dire bravo, ça c'est facile, on fait le faire, quoi. C'est simple, hein. Ouais. J'ai lu, moi, des débriefs d'après-course pour des championnats du monde avec l'équipe de France, où quand tout se passe bien, c'est super, quoi. Le compliqué, c'est quand ça se passe pas bien. Et la différence avec une équipe, c'est que tu peux avoir des super résultats, et puis tu en as un ou une qui sont pas à travers. Et là, c'est encore pire, parce que là, il y a du boulot. Parce que c'est l'euphorie de l'équipe, sauf qu'il y en a une qui n'a pas été au niveau et qu'elle sait que le résultat de l'équipe, elle n'y est pour rien. Alors qu'on comptait sur elle ou lui. Et c'est là qu'il y a un boulot à faire qui est un peu compliqué. Très compliqué même, beaucoup plus que quand c'est en individuel. Individuel, ça marchait, pas marché, c'est pas marché, le résultat il est pas là. Ouais. Là, on peut avoir le résultat et l'euphorie, la Marseillaise, et puis un athlète qui est lui, qui se voyait déjà sur le podium à titre individuel et qui finalement, il est même pas dans l'équipe, il est pas dans les 3 premiers. Donc, et là, il faut. Donc il masque un peu aussi sa déception, lui, c'est normal, parce qu'il est dans l'euphorie de l'équipe, ils ont vécu des choses ensemble, mais voilà, il y a du travail là, il y a du travail. Hein. Là, il faut employer les bons mots, et puis voilà, il faut le prendre à part, parce que devant le groupe, il n'osera pas dire, parce que justement, il ne veut pas entacher un peu la victoire, donc il faut le prendre à part. Là, tu as souvent des pleurs. Mais bon, j'aime bien. Un athlète qui pleure, c'est un athlète qui se lâche et puis qui est vrai. Voilà, j'aime bien, moi.
J'aime bien ça. Et alors, 9 fois sur 10, c'est des filles quand même. Hein. Mais voilà, et je leur dis, mais pleure. Voilà, au contraire, je les encourage. Ça leur permet de vider un petit peu leur amertume vis-à-vis d'elles-mêmes. Et puis, c'est la vraie vie, quoi. Faut pas se retenir. Moi, je comprends tout à fait, vu l'investissement qu'ils ont eu, tous les sacrifices qu'ils ont faits, qu'à un moment donné, ils attendaient mieux de leur performance. Mais moi aussi, j'attendais mieux. Mais voilà, c'est la course, c'est le sport. C'est le jour qu'est le sport, ça sera écrit avant concours, ça ne m'intéressera plus. Hein. Donc voilà, il y a toujours cette part d'inconnu qui nous fait vibrer aussi, hein, et qui fait que parfois t'es au sommet du monde, comme parfois t'es au fond du trou. C'est normal ça. Ouais. C'est ce qui nous fait vivre. C'est ce qui nous fait vibrer. C'est ce qui fait continuer aujourd'hui. Alors que bon, je pourrais me dire, ouais, c'est bon. Pourquoi t'as continué d'ailleurs? Je continue, j'ai gagné 7 titres de champion du monde, 4 de champion d'Europe, 20 titres de champion de France. Alors je suis déçu, j'en ai pas eu cette année. Mais voilà, et puis vous gagnez, tu vois, la Saint-Élion, c'était la 10e fois quand mes athlètes gagnaient. Voilà, j'ai gagné, mais toujours on remet les compteurs, j'aime bien ça, on remet les compteurs à zéro, on repart quoi. Ouais. C'est ce qui te maintient jeune, c'est ce qui, voilà, quelque part, de pas dire j'arrête, hein, des fois ça me traverse l'esprit, je me dis peut-être que aujourd'hui, et puis je me pose toujours la question parce que j'ai un entraînement qui n'est pas forcément moderne, qui n'est pas forcément avec les outils que je vois utilisés par tout le monde. Donc je me dis, parfois, est-ce que t'es pas un peu déphasé par rapport à tout ça? T'entraînes un peu, quelque part, je dirais à l'ancienne, quoi. Ça fait 35 ans que j'entraîne. Je me dis que j'ai pas tant bougé que ça. Qu'est-ce qui ne bouge pas, en fait? Parce que oui, il y a les data, parce que j'ai des phénomènes de mode, quoi. Ouais. Parce que je m'aperçois qu'on fait des choses aujourd'hui qu'on faisait il y a 15 ans... qu'on a décrit après, on a dit c'est plus bon que ça, et puis finalement on y revient. Ouais. Je ramène à notre vie de tous les jours. Oui. Avant, les anciens, ils allaient à la ferme à côté chercher leur beurre. C'est vrai, et on est revenu. Et après, on nous a montré du doigt, on a dit mais regarde, ils sont pas dans le coup. On va aller, il y a une grande surface, tu peux tout acheter. Ouais. Et puis maintenant, aujourd'hui, on t'explique que c'est mieux. C'est un peu bourreau si tu vas acheter de retour à côté de chez toi, quoi. Mais il y a plein d'exemples comme ça en fait, où on revient en arrière en permanence. Donc on n'invente rien. Simplement, les phénomènes de mode font qu'à un moment donné, ça revient en surface. Et puis on trouve ça extraordinaire. Ceux qui n'ont pas connu l'ancien, ils disent et maintenant t'as vu, on a. Mais bon, ceux qui ont connu, ils disent attends, non, ça déjà, nos anciens le faisaient. C'est pas nouveau. Bon, voilà. Et dans l'entraînement, ça va peu la même chose. Hein. Ouais. Je retourne à l'essentiel, c'est ça que tu dis en fait. Ouais, je pense rester. Et puis bon, je m'aperçois qu'au fil du temps, sans trop déroger à mes idées, mais qui ont fait mes idées que j'avais prises sur d'autres aussi et qui ont fait plein de champions. Je me dis que finalement, on est toujours dans l'actualité. Et puis bon, voilà, 2 titres de champion d'Europe, c'est mes 2 athlètes qui l'ont obtenu cette année. Donc, de temps en temps, quand j'ai un petit doute, les résultats font que je me dis, finalement, t'es pas si mal que ça, quoi. Ça marche encore, voilà. Et puis, je pense que le fait de pas suivre les modes évite de faire des bêtises. Voilà. Parce que on sait pas trop, en fait. Et je m'appuie beaucoup sur mon expérience en fait. Sans faire un coup de pub là-dessus, mais est-ce que justement la marque avec laquelle tu collabores, que tu portes bien sur toi, et on peut la nommer, c'est Kiprun, est restée peut-être un peu plus dans hors mode, ou quand même malgré tout, tu es obligé de suivre les modes? Jusqu'à présent, on peut dire que oui, on était un petit peu... Moi, c'est pour ça que j'ai eu des relations très très fortes avec eux, qui a fait que j'en étais parti à un moment donné un petit peu par obligation avec l'équipe de France, c'était compliqué, et que je suis revenu dès que j'ai eu une opportunité, parce que ils ont des valeurs qui sont très très proches des miennes. Ils s'adressent aussi à monsieur tout le monde, et moi aussi c'est mon truc d'essayer de d'apporter du matériel à des gens qui n'en ont pas forcément beaucoup de moyens. Alors c'est parce que voilà, notre matériel il est moins cher que les autres, mais en essayant de faire justement évoluer ce matériel à ce qu'il soit très proche, voire identique, voire parfois supérieur, et à moindre coût. Voilà, parce que ça aussi c'est important aujourd'hui. Je vois l'investissement qu'on peut faire sur de la course à pied, du matériel, et puis aujourd'hui du prix des engagements. Je me dis que d'un sport qui était ouvert à tout le monde, avant on disait tu as un short, un vieux t-shirt, une paire de chaussures et tu cours. Aujourd'hui ça serait toujours possible
Sauf que c'est pas dans l'état d'esprit c'est pas dans l'état d'esprit, l'évolution en fait que. Et aujourd'hui, tous nos coureurs sont habillés de pied en cap, avec du super matériel, etc. Mais, à contrario, je pense qu'aujourd'hui, on élimine un certain nombre de personnes d'accéder à la compétition. Alors c'est ce qui fait aussi peut-être, dans les chiffres qu'on nous a donnés, il y avait 12 millions de pratiquants de la course, alors qu'il y avait que 2 millions de dossards. Ouais. Et sachant que dans ces 2 millions, à mon avis, il y a beaucoup de gens qui en prennent plusieurs. Ouais. Voilà, il y a... Alors certes, il n'y a pas que ça, c'est des gens qui ne veulent pas faire de compétition, mais je le comprends bien. Des gens qui sont vraiment dans le sport santé, point barre. Mais il y a aussi, je pense, un frein aujourd'hui qui arrive par rapport à l'inflation, on va dire, qui dépasse bien celle qu'on nous annonce tous les mois, là, qui est grandissante. Et puis parfois des systèmes pour rentrer sur une course qui font que tu es obligé d'en faire d'autres, etc. Des systèmes qui vont dans ce sens-là. Donc je pense qu'on élimine des gens. Voilà, c'est dommage. Et c'est pas ta volonté en mais c'est pas ma volonté. C'est pour ça aussi que j'ai essayé de travailler avec cette marque, parce qu'il me semble que c'est une marque qui est très proche. Voilà. Je vais, lorsque je vais dans le magasin, j'aime bien aller dans le magasin, et je vois des gens, voilà, c'est pas des spécialistes, quoi. Ouais. Souvent je croise des gens dans les rayons, ils ne connaissent pas. Moi j'y connais pas non plus. Ça veut dire que, et pourtant c'est un magasin qui est chez moi là, donc ça veut dire que c'est pas des coureurs que je croise sur les pelotons dans mon département ou dans mes courses locales là. C'est des monsieur, madame, tout le monde, et ça c'est, ouais, je pense que c'est une bonne chose, ça. C'est une bonne chose. Ouais, et puis comme c'est l'actualité, d'ailleurs cet après-midi je suis avec un de tes voisins, avec Guillaume Millet. Alors j'étais avec lui ce week-end encore, mais on ne quitte plus. J'étais avec Guillaume ce week-end, puisqu'il a intervenu lui aussi. Alors Guillaume, c'est souvent quelqu'un qui dit, je lui ai dit, avec Philippe on a les mêmes idées, mais on les dit avec des mots totalement différents. Lui, et on se sent l'un l'autre quelque part. Parce que parfois j'ai emmené mes athlètes chez lui pour justement qu'ils fassent des tests, parce que lui me demande souvent de lui en envoyer parce qu'il veut faire des études. Mais je veux dire, c'est une collaboration, pas d'abord on habite à côté, mais souvent on a des choses qui sont très très semblables, qui se complètent, mais alors qu'on vient de 2 univers totalement différents. Moi, quelque part, j'essaye, pas de tourner le dos aux scientifiques, mais je veux toujours rester très terre à terre. D'abord pour que les coureurs, monsieur Landa, ils comprennent ce que je dis, voilà. Et puis souvent, c'est ce que j'ai dit de l'ordre de mon colloque, Guillaume, quelque part, il va essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de l'autre corps. Pourquoi ça? Mais moi, ça, quelque part, alors, c'est une image que j'aime bien développer, que je m'en fous. Mais c'est pas vrai, je connais un peu quand même, faut pas exagérer. Mais c'est une image que j'aime bien développer. Mais moi, en fait, ça, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est quand je fais ça, j'obtiens ça. Ça m'intéresse, moi. Mais et lui, ce qu'il veut, ce qui l'intéresse, c'est pour obtenir ça, comment ça se passe à l'intérieur physiologiquement, quoi. Et voilà. Mais finalement, lui comme moi, qu'est-ce qu'on veut? Que nos athlètes soient bons, quoi. Ouais. C'est bien, tu vois, le côté empirique, pragmatique, terrain, se relever avec les capitans. J'aime bien l'accentuer parce que lui il a intervenu, après moi je repasse derrière. Ça se complète. Que justement on casse les codes un peu. Donc j'aime bien, mais c'est quelque chose que j'ai essayé, non? Casser les codes, moi aussi, figure-toi. Donc, et Guillaume, oui, voilà, parmi le fait d'aider les gens à être plus en santé, et c'est pas juste les coureurs, c'est tout le monde. Faut bouger. Tout le monde retire les bienfaits de bouger, courir, notamment. Marcher, et voilà, donc c'est marcher pour moi, ouais. Mais marcher, tu nous l'as dit en bulle d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il faut garder une activité. On l'a dit, ça apporte pas des années de vie, mais ça apporte de la vie à nos années. Ouais. C'est-à-dire qu'on vieillit en meilleur état. Voilà. Après, on va peut-être pas venir beaucoup plus vieux, mais au moins on sera plus vieux, on sera plus. Tu peux me le redire justement. Le sport, il apporte pas des années de vie. Des années de vie. Par contre, il apporte de la vie à nos années. Et ce sera le mot de la fin pour moi en tout cas. De la vie à nos années. C'est beau. Je signe. On vieillit. Ouais, non, mais c'est ça en fait. Hein. Moi, je me rappelle quand je fais la remise des prix de ma course là, j'ai toujours un monsieur là, il a 90, 92 ans. Il arrive dernier, on s'en fout. Et en fait, c'est forcément, il a gagné sa catégorie, il est le seul. Et chaque fois, j'ai dit, mon idole, c'est lui en fait. Ouais. Au micro, j'ai dit, mon idole, moi, mon but,
c'est à son âge d'être capable de faire ce qu'il fait. Après, c'est pas de gagner la course, je m'en fous, mais d'être capable de faire ce qu'il fait. C'est ça mon objectif. Voilà, c'est d'arriver dans beaucoup d'années, le plus possible. Rendez-vous dans combien hein Rendez-vous dans combien? Oula, je sais pas, si tu veux, on prend rendez-vous tout de suite parce que c'était compliqué pour savoir. Mais voilà, arriver surtout à bien vieillir, quoi. Non, c'était pas compliqué. C'est juste qu'on a mis une date il y a très longtemps. Oui, Et ben, on a mis une date il y a trop longtemps, du fait que voilà, donc il y a des choses qui se sont calendrier était passées, ce qu'il est. Ouais. Et finalement, on est aujourd'hui. Merci à toi. Merci, ça m'a fait plaisir d'être avec toi.